Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par le gouvernement consacré au décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat, décret qui a été publié le 27 mai dernier. Alors, vous êtes très nombreux à vous être enregistrés, plusieurs centaines. Nous en sommes ravis. Je commence par me présenter. Pierre-Emmanuel Beluche, je dirige le bureau en charge de la finance durable à la Direction générale du Trésor. Je suis accompagné aujourd'hui de Charlotte Garde et d'Aurélien Giraud, qui respectivement au sein de ce bureau au Trésor et du Commissariat général au développement durable ont été les artisans de la rédaction de ce décret et vous en ferons la présentation dans un instant. Alors, nous serons rejoints par Bastien Rospopov de l'AMF et Gabriel Siri de l'ACPR après cette présentation pour une session de questions-réponses. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h50. Avant de débuter cette présentation, je vous propose d'écouter notre ministre Olivia Grégoire qui nous fait l'honneur d'ouvrir ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à un décret très important pour la finance durable en France et espérons-le pour l'Europe. L'histoire nous montre que nous pouvons le penser sans fausse modestie. En effet, ce décret place la France de nouveau à l'avant-garde sur le développement d'une finance plus durable. Vous le savez, le reporting institué par le désormais célèbre article 173 de la loi Croissance verte de 2015 est à l'origine du règlement européen sur les Sustainability Disclosures. Notre réglementation a donc été en quelque sorte rattrapée par l'Union européenne. Nous avons un peu inspiré, je crois, l'Union européenne et nous ne pouvons tous que nous en réjouir. Nous continuons à aller de l'avant avec ce décret d'application de la loi énergie et climat. Verdir le système financier, c'est d'abord assurer une intégration pleine et entière des sujets climatiques et environnementaux dans l'information disponible sur le marché. C'est donc contribuer à la réalité des prix. C'est aussi une question de redevabilité. Nous devons savoir comment les sujets ESG sont pris en compte dans les politiques d'investissement, dans les politiques de gestion des risques, pour mieux s'assurer de l'alignement effectif des flux de capitaux sur une trajectoire bas carbone. C'est donc une dynamique à deux niveaux, vous l'avez compris, à un niveau micro et à un niveau macro. Ce texte est particulièrement exigeant dans trois domaines. Sur le climat, d'abord, il demande de gérer les risques physiques et de transition, mais requiert aussi une stratégie d'alignement des portefeuilles sur les objectifs de l'accord de Paris, assortie d'informations d'ordre méthodologique pour s'assurer de la robustesse de ces stratégies d'investissement. Sur la biodiversité, deuxième point, ensuite, et en demandant une stratégie d'alignement sur les objectifs de préservation et de restauration des écosystèmes et en demandant aux gestionnaires de prendre en compte les risques directement issus de l'érosion rapide de la biodiversité. Sur la redevabilité, enfin, redevabilité des investisseurs, en leur demandant des informations sur leur politique de vote, leur stratégie de désinvestissement, le niveau d'expertise de leur conseil d'administration et la publication d'un plan d'amélioration continue avec des mesures correctives. Avec ce décret, nous restons à l'avant-garde, mais nous allons avant tout, je crois vraiment, dans le sens de l'histoire. Cette avance, il nous faut la mettre à profit pour développer nos savoir-faire et pour être leader non seulement en régulation, mais aussi leader en expertise. C'est vraiment un enjeu de compétitivité pour toute notre économie. J'espère que cette conférence vous sera utile. Je n'en doute pas. Je compte sur vous pour faire briller la France en matière de finances durables et vous pouvez compter sur moi pour être toujours à vos côtés. Je vous remercie. Après ces mots de la ministre que nous remercions, je vous propose de débuter notre présentation par une brève mise en perspective du décret et des enjeux qu'il recouvre. Aurélien exposera ensuite l'historique et la genèse réglementaire du texte, un peu plus en détail. Charlotte enchaînera en présentant le contenu du décret, en entrant dans le détail des 9 sections de reporting. Aurélien reviendra en particulier sur quelques points d'attention, notamment le climat et la biodiversité.
Puis nous pourrons ouvrir la séance de questions-réponses. Alors, pour ce faire, vous pouvez poser des questions dans l'espace dédié, dans l'application de ce webinaire. N'hésitez pas à le faire au fil de l'eau, sans attendre la session. Alors, pourquoi ce décret? La ministre l'a rappelé. Le décret a pour objet de clarifier et de renforcer le cadre de transparence extra-financière des acteurs de marché. Alors, renforcer ce cadre doit passer par les deux volets de la définition même de la finance durable. D'une part, la prise en compte des facteurs ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans la gestion des risques. C'est une logique davantage de matérialité financière, d'impact du monde extérieur sur le modèle d'affaires de l'entreprise et sur les portefeuilles d'investissement. Et d'autre part, une meilleure intégration de ces facteurs ESG, notamment climatiques et de biodiversité, mais pas seulement, au sein des politiques d'investissement, à savoir les décisions d'investissement, mais aussi l'engagement actionnarial. Et là, on est davantage dans une logique d'impact des entreprises et des investissements sur le monde extérieur, l'environnement et la société. C'est un décret fondamental pour les acteurs de marché qui articule les exigences de droit français et les exigences de droit européen qui parfois se chevauchent et donc nécessiter un effort de clarification. Alors c'est ce que nous avons fait avec vous, que nous avons consulté informellement à plusieurs reprises, puis formellement, étape indispensable pour réussir l'élaboration puis la mise en œuvre de ce texte. Ça a été un travail collectif, je souhaite le souligner, du côté des autorités comme des acteurs de marché et des autres parties prenantes, notamment les ONG, pour trouver, je dirais, un bon équilibre entre ambition et capacité de mise en œuvre. Alors pourquoi la transparence? On a coutume de dire qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est le premier enjeu de la transparence. Mais ce n'est pas le seul. Mesurer permet aussi de prendre conscience et peut donner envie d'agir ou de demander à d'autres d'agir. Appliquée par les acteurs financiers, la transparence favorise ainsi la responsabilisation et la redevabilité, ce qui conduit inévitablement à une plus grande efficience des stratégies d'alignement des flux de capitaux sur une trajectoire bas carbone et compatible avec les priorités environnementales et sociales. À titre d'illustration, je citerai une étude qui a été publiée en janvier 2021 par la Banque de France et qui a démontré que les investisseurs soumis à l'article 173.6, donc l'ancêtre du reporting investisseur, ont réduit leur financement des énergies fossiles de près de moitié, de 40% précisément, en termes relatifs par rapport à des investisseurs non concernés, issus d'autres pays de la zone euro. Un mot d'international. Si l'Europe a été largement en avance sur les questions d'ESG, vous avez noté que les autres grandes juridictions commencent à rattraper leur retard. Alors c'est une très bonne chose en termes de prise de conscience et de mise en ordre de marche pour atteindre nos objectifs politiques, mais c'est aussi une exigence, celle de rester moteur au niveau européen et en capacité d'influencer à la fois le développement des normes et des outils. Avec la loi énergie-climat et ce décret d'application, ça a été rappelé par la ministre, la France a souhaité gagner encore en ambition par rapport à ce qui avait été entrepris dans l'article 173.6, puis au niveau européen par le règlement Disclosure, en positionnant la place de Paris sur des sujets clés pour l'alignement des flux de capitaux, sur une trajectoire bas carbone, mais aussi, enjeu de plus en plus urgent, l'alignement sur une trajectoire de préservation de la biodiversité. Mais tout cela sera précisé lors de la présentation. La coopération internationale et la co-construction des corpus réglementaires sont néanmoins indispensables. Je souhaite souligner à ce titre que la France a entendu, avec ce décret, mettre en œuvre les recommandations de la TCFD, la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, initiative internationale soutenue par la France. L'architecture de reporting du décret, qui va vous être présentée en détail, reprend bien ces préconisations qui font désormais l'objet d'un large consensus au niveau international et dans les différentes enceintes dans lesquelles nous intervenons. Enfin, et je terminerai par là,
Ce décret s'inscrit pleinement dans la dynamique de la place de Paris en matière de politique de financement des énergies fossiles, qui se concrétise par un engagement de sortie du financement du charbon dans un premier temps et des énergies fossiles non conventionnelles dans un second temps. Vous vous en rappelez, la place de Paris a pris l'engagement, le 2 juillet 2019, auprès de Bruno Le Maire, d'adopter au niveau de chaque acteur financier des politiques individuelles sur le charbon, assorties d'un calendrier global de désengagement. Des engagements en 2030 dans l'Union européenne, des engagements en 2040 dans l'OCDE et le reste du monde. Alors, ces engagements sont suivis par un observatoire de place qui recense les stratégies de sortie et les montants de désinvestissement associés. Observatoire de place qui a établi en son sein un comité scientifique qui assure la mise en place de méthodologies d'identification et de suivi des flux financiers. Cet engagement, c'est une première mondiale, il faut le dire, et il constitue un défi pour sa mise en œuvre. Nous pensons que ce décret aidera en ce sens, notamment en termes d'exigence de reporting des expositions fossiles et avec l'aide des superviseurs. L'alignement des portefeuilles, plus généralement, est un sujet majeur. En ce sens, là aussi, le décret permettra d'harmoniser les méthodologies, de renforcer leur robustesse et ainsi d'améliorer la qualité et la comparabilité des informations qui sont publiées, que ce soit en termes d'alignement en température ou sur des objectifs de préservation de la biodiversité. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et après ces quelques mots, je cède sans plus attendre la parole à Aurélien Giraud, puis à Charlotte Garde. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Un petit test pour être sûr que tout le monde m'entend bien. Est-ce que... C'est bon, on t'entend bien, Aurélien. Merci. Alors, de mon côté, je vois que les slides sont figés, donc je ne sais pas exactement là si c'est le cas pour tout le monde. On va passer à la slide 4. Je ne sais pas si c'est figé pour d'autres personnes. En tout cas, ah voilà, c'est bon, c'est reparti. OK, donc là, ça marche très bien. Merci beaucoup. On peut commencer en diapositive 4 puis 5. Merci. Donc, rapidement, je me présente. Effectivement, Aurélien Giraud, chargé de mission Finance Verte au sein de l'équipe Finance Verte et RSE du Commissariat Général au Développement Durable, qui est donc une entité, un département transverse au sein du ministère de l'Écologie. Comme l'a souligné très justement Pierre-Emmanuel, tout ce travail est le fruit vraiment d'une concertation interministérielle, donc avec Charlotte, que j'en profite pour remercier, et également un petit hommage à une personne qui n'est plus dans notre équipe au ministère de l'Écologie, mais qui nous a quittés il y a quelques mois, qui s'appelle Clément Bultel, et qui a œuvré de manière titanesque à la rédaction et à l'élaboration de ce décret. Voilà, donc je tenais à vous remercier tous les deux parce que ça aurait été très très difficile d'accomplir tout cela sans vous et donc sans les équipes des deux ministères. Voilà pour la petite note émotion. Je vais passer directement à la diapositive numéro 5 en termes de genèse et d'historique. Alors, je ne sais pas si ça change. Voilà, moi je peux le faire ici, donc c'est très bien. Peut-être pour rappeler, comme le mentionnait Pierre-Emmanuel en introduction, la France a été et est toujours pionnière dans le cadre et sur le sujet de la réglementation extra-financière et de transparence en termes d'information extra-financière ou de durabilité, et notamment pour les acteurs financiers. Et tout cela remonte, première étape, à 2015 avec la LTECV et son fameux article 173, alinéa 6. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Cet article de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l'article 173, pour les acteurs financiers, on parle bien de l'alinéa 6, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait également deux autres alinéas, les alinéas 4 et 5, qui étaient également des dispositifs pionniers au sujet du reporting extra-financier. L'alinéa 4 concernait les acteurs non financiers pour renforcer leur reporting climat et l'alinéa 5 concernait des dispositions relatives au stress test des banques. Et donc, c'est assez important de mentionner cela parce que cet alinéa 6 s'inscrit dans une initiative et dans une ambition plus globale de renforcer le reporting extra-financier des acteurs financiers, mais également non financiers.
Donc, en 2015, le décret a été rédigé et publié au journal officiel. Donc, c'est à la base l'article 173 et ensuite son décret d'application. Mais l'article 173 vient modifier le code monétaire et financier et son article L533-22.1, un petit peu de légistique. Je sais que ça passionne certainement beaucoup de personnes présentes aujourd'hui avec nous. Et l'approche de cet article et du décret d'application qui en a découlé, c'était justement on va dire, préparer un petit peu le terrain et de sensibiliser les acteurs à la prise en compte des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans les process internes, les politiques d'investissement et la gestion des entités financières. Voilà, donc là, je ne vais pas passer en détail sur ces dispositions, mais on avait à chaque fois eu en même temps des informations relatives au niveau de l'entité et des informations relatives à des process spécifiques et notamment la politique et la stratégie d'investissement de l'entité. Mais également des informations, et ça on y reviendra tout à l'heure, qui étaient demandées au niveau du produit pour certains produits, et notamment ceux dont la taille excédait 500 millions d'euros d'encours ou de bilan selon le secteur d'activité, selon l'acteur concerné. Alors, il y a une disposition, un mécanisme qui était assez novateur également dans cet article 173.6 et son décret d'application, c'est le fameux « comply or explain », donc en français « appliquer ou expliquer ». Donc, soit j'applique, soit je me conforme à la réglementation en tant qu'acteur, soit j'explique pourquoi je ne le fais pas. Et ce choix était principalement motivé pour donner, compte tenu de la nouveauté du sujet et des spécificités techniques, si on peut dire, qui étaient demandées dans un sujet qui n'était pas forcément très approfondi à l'époque, c'était cela il y a 6 ans. L'idée, c'était de donner de la flexibilité aux acteurs pour qu'ils puissent en même temps reporter les informations qu'ils maîtrisent, qu'ils mesurent, mais pouvoir avoir un petit peu de latitude et de marge d'amélioration dans leur reporting, et puis bien entendu, ce qui est le plus important, dans leur gestion et dans leur progrès quotidien. Donc cette disposition est assez importante, parce qu'on y reviendra tout à l'heure dans le cadre du décret 29 LEC. L'idée était de laisser un peu de flexibilité. Donc je passe à la diapositive suivante. Ce qu'on voit, c'est que et il y a un bilan d'application qui a été fait en 2019, justement pour tirer un petit peu les leçons de 2 exercices de mise en pratique de cet article 173.6, 2 ou 3 exercices du 173.6. C'est que le bilan, finalement, fait apparaître plusieurs divergences sur la mise en œuvre. On voit qu'il y a une appropriation croissante du dispositif par les sociétés de gestion de portefeuille, mais également par les assureurs. On voit que les pratiques et le reporting des assureurs étaient quand même un petit peu plus mûrs sur nombre de dispositions du décret, mais on constatait beaucoup de divergences, d'hétérogénéité dans le contenu. Donc dans la publication, en termes de quantité d'information, de qualité d'information, de comparabilité, qui est d'ailleurs toujours l'une des plus grosses lacunes du reporting extra-financier, et pas uniquement du 173.6, on le voit dans les rapports RSE / DPEF, et on voyait évidemment qu'il y avait un manque de maturité par rapport aux indicateurs et aux méthodologies publiées. Et donc, ce qu'on a constaté au cours de ce bilan, donc c'est un bilan qui a été élaboré par les régulateurs français, régulateurs et superviseurs, donc les 2 ministères ici présents, et également les 2 superviseurs ACPR et AMF ici présents, on constate quand même un chiffre qui semble peu élevé et qu'on vous a mis ici sur cette diapositive. On constate un chiffre, c'est que malgré ce mécanisme qui octroie une certaine flexibilité aux acteurs, on a quand même 6%, alors qui peut paraître très peu, mais qui nous a paru quand même beaucoup, 6% des acteurs qui n'appliquent ni n'expliquent leur reporting quand ils se soumettent au dispositif. Donc voilà, pas d'application du dispositif, pas d'explication du pourquoi je ne reporte pas. Et donc ça, si vous voulez, c'était évidemment un petit peu problématique puisqu'on était déjà à 2 exercices passés en termes de reporting, puisque la loi promulguée en 2015, le décret qui sort fin 2015 et la première application qui était sur l'exercice 2017 ou 2018, je ne sais plus.
Donc voilà, c'était un petit peu préoccupant. Et donc, ayons bien en tête que ce bilan a été fait en août 2019. Et là, je passe à la diapositive suivante. Août 2019, le bilan. La loi énergie-climat qui instaure ce fameux article 29 LEC, qui est justement, qui donne naissance au décret 29 LEC qui vient d'être publié, est, elle, promulguée le 8 novembre 2019. Et le 27 novembre 2019, et c'est l'objet de la diapositive actuelle, le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation, donc SFDR, ou qu'on appelle communément Disclosures, mais on vous a quand même mis la codification UE 2019-2088 pour ceux qui seraient tentés de chercher le document sur le site de la Commission européenne, est également publié au journal officiel de l'Union européenne. Et donc, on a cette concomitance d'événements, on va dire, un bilan d'application, la loi énergie-climat et le futur 29 LEC, et le règlement européen, qui font que tout était indiqué pour que les autorités françaises, le gouvernement français, prennent des dispositions un petit peu plus ambitieuses et tirent également les leçons de ce bilan d'application. Donc, ce qu'on voit au niveau du règlement européen, c'est que le dispositif français à l'époque, donc le 173.6, avait beaucoup influencé la structure et le contenu de ce règlement, du règlement Disclosure. Alors, pas dans tous ses aspects, évidemment, puisqu'il faut rappeler, et c'est l'objet de l'article 4 du règlement qui est mentionné dans cette diapositive, que ce règlement traite aussi des impacts. Il traite de la double matérialité. Là où le dispositif français traite de la matérialité simple et donc de l'impact financier des risques. Alors, on a ajouté beaucoup de choses dans le 29 LEC, et notamment l'alignement qui traite en majorité, donc qui recoupe certaines notions de l'impact. Mais donc, dans le règlement, et c'est l'une des forces de ce règlement, on a une perspective outside-in, donc l'impact financier des risques ESG, par l'article 3 notamment, et la perspective inside-out, donc de la double matérialité, l'autre volet, qui est l'impact des activités et des produits de l'entité, donc en l'occurrence de l'acteur financier et des produits financiers qu'il commercialise, sur les facteurs ESG. Et donc, là où le dispositif français, comme je disais, lui, se concentre plus majoritairement, un petit peu plus sur la partie risque. C'est vraiment l'essence du dispositif et du 173.6. Donc, beaucoup d'influence du dispositif français sur le dispositif réglementaire européen. Un article 5 qui est quand même assez pertinent et qui convient de noter au sein du règlement, qui traite de la transparence des politiques de rémunération et la manière dont l'entité articule ces politiques avec l'intégration des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein de son entité. Donc voilà, on voit ici qu'il y a quand même une articulation, une influence très nette du dispositif français sur le règlement européen. Alors, je m'arrêterai là en termes de description du règlement européen parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Évidemment, si vous avez des questions sur ce sujet, on se fera un plaisir d'y répondre en fin d'événement. Je pense qu'il y aura 30 ou 45 minutes de session de Q&A pour cela. Mais vous savez évidemment que l'autre partie du règlement est plutôt consacrée à l'impact des produits et à des exigences de publication sur des produits aux caractéristiques environnementales et sociales d'une part, et sur des produits qui ont un objectif d'investissement durable. Voilà. Donc tout à l'heure, je parlais de la concomitance d'entre guillemets d'événements qui permettent aux autorités françaises de prendre des dispositions plus ambitieuses. Eh bien, cela est rendu possible notamment par le règlement européen lui-même et l'un de ses considérants qu'on vous a très gentiment inclus dans cette diapositive, qui est que le règlement, et qui d'ailleurs à l'époque ce considérant avait été beaucoup poussé par les autorités françaises, qui est que le règlement autorise les États membres à prendre des mesures ou des dispositions plus ambitieuses, plus contraignantes, si elles le souhaitent, au sein de leurs dispositifs nationaux respectifs. Voilà, et donc ça c'est clé, puisque c'est vraiment le blanc-seing du règlement et du régulateur européen qui permet aux autorités nationales, et donc dans ce cas-là aux autorités françaises, de prendre acte et donc d'élaborer un dispositif qui sera donc le 29 LEC plus ambitieux. Alors, voilà, on arrive à la fin de cette première section avec un petit récap des principales échéances et donc des jalons sur les dernières années et donc même les dernières semaines. Voilà, donc vous voyez bien, août et décembre 2015, on a été très très vite, enfin j'y étais pas, mais
l'État français a été très vite pour rédiger et publier ce décret 173.6, le bilan d'application mi-2019 et ensuite une succession d'événements en fin 2019 qui donnent naissance à l'article 29 de la LEC et surtout à son décret d'application. Voilà, je m'arrêterai là pour cette section et je laisse la parole à Charlotte. Merci beaucoup. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Charlotte, et on te voit. Parfait. Bonjour à tous, ravi également de pouvoir présenter le contenu de ce décret d'application. Je vais dérouler les slides, mais l'objectif vraiment par cette présentation est de comprendre l'articulation des sections du décret entre elles et en particulier le contenu de la section grand 3 de l'article 1er du décret qui porte sur les exigences d'information qui devront être du coup publiées par les acteurs de marché qui sont concernés par ce décret. Je me permets de préciser exactement quel est l'endroit du texte, étant donné d'abord sa longueur et puis par ailleurs parce que c'est vraiment la section la plus clé, si j'ose dire, de ce décret en matière de reporting. Du coup, en espérant que les slides fonctionnent bien, je vais m'attacher ici à vous décrire rapidement dans quelle mesure est-ce que le décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat s'inscrit dans la continuité du dispositif tel que l'a présenté Aurélien, tout en mobilisant, disons, les marges de manœuvre qui ont été permises par le droit européen et en particulier par ce considérant numéro 28 du règlement disclosure que vient de présenter Aurélien. Étant donné la préexistence de notre dispositif de reporting extra-financier en France, avec l'article 173.6 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, nous bénéficions déjà de l'article 533-22-1 du Code monétaire et financier. Aussi, étant donné que le règlement européen est d'application directe, il était nécessaire de modifier le droit, donc de modifier le code pour venir aligner le périmètre d'application de l'ancien article 533-22-1 avec le périmètre d'application du règlement européen. Aussi, c'est par cette même mesure que nous avons jugé bon, et ce parce que le règlement européen nous y autorise, de venir préciser davantage les informations à publier par les acteurs de marché en matière de risques climatiques et de biodiversité, et plus largement de facteurs ESG. Du coup, on peut identifier, disons, 3 grands objectifs à ce décret d'application. Le premier, c'est bien de tenir compte de l'antériorité de ce dispositif français. Il était important pour nous, en 2019, de venir préciser, de venir conserver, mais aussi préciser finalement les dispositions issues de l'article 173.6, car bien que le règlement disclosure apporte nombre d'innovations, disons, en matière réglementaire, compte tenu notamment de l'information à publier sur les principales incidences négatives de la politique d'investissement sur les facteurs ESG, le règlement disclosure n'a pas repris, si j'ose le dire comme tel, l'ensemble des dispositions de l'article 173.6 français. Et du coup, il nous apparaissait important de pouvoir tenir compte de cette antériorité, étant donné aussi les bénéfices que retirent les acteurs et l'ensemble des parties prenantes de la publication de ces informations, tenir compte du coup de l'antériorité, en particulier sur la politique et les moyens qui sont consacrés à la contribution à la transition écologique et énergétique. L'approche retenue par le règlement européen est essentiellement une approche risque, sous cet angle de la double matérialité. On souhaitait, avec ce dispositif français, pouvoir conserver aussi cette approche opportunité. Dans quelle mesure est-ce que l'acteur de marché, pris au sens large, contribue à la transition énergétique et écologique? Et c'est la raison pour laquelle vous retrouverez dans le décret des sections spécifiques que je vais m'attacher à décrire juste après, sur les moyens internes, les moyens qui sont déployés en faveur de la transition énergétique et écologique, mais également des dispositions spécifiques sur l'alignement de la politique d'investissement sur la stratégie, sur l'accord de Paris, sur les objectifs de température de l'accord de Paris, et également l'alignement sur les objectifs internationaux de préservation, de restauration de la biodiversité. Ça, c'est le premier élément pour lequel nous souhaitions conserver cette antériorité française finalement. Et puis le second, c'est sur la publication de cibles indicatives prédéfinies sur l'alignement sur les objectifs de température de l'accord de Paris et sur la stratégie nationale bas carbone. Ça nous apparaissait extrêmement important étant donné que, prise au sens large,
une stratégie robuste pour un acteur de marché afin de pouvoir contribuer à cette transition énergétique écologique, c'est bien de faire en sorte que l'ensemble de ces actifs en portefeuille puissent ne pas permettre de dépasser les objectifs de température qui ont été déterminés par l'accord de Paris. Donc ça, c'est le premier objectif de ce décret, c'est pouvoir tenir compte de cette antériorité du dispositif français, et tant bien même que le règlement européen soit d'application directe, pouvoir conserver ces dispositions qui nous apparaissent importantes en matière de politique d'investissement, enfin d'alignement de la politique d'investissement et de gestion des risques. Le second objectif de ce décret, c'est d'appliquer la loi et donc de venir la préciser. Et c'est donc d'aller plus loin, de dépasser le cadre européen au titre de l'article de loi tel que l'a souhaité le législateur. Du coup, c'est d'abord faire un focus explicite sur les risques qui sont associés au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, tel que le prévoit l'article 29 de la loi énergie-climat. Et puis aussi, c'est finalement pallier cette absence de mandat de RTS, de Regulatory Technical Standard, au titre de l'article 3 du règlement Disclosure. Comme vous l'a présenté tout à l'heure Aurélien, dans le règlement Disclosure, dans le règlement européen, il y a 3 articles qui sont importants à avoir en tête en matière de reporting au niveau de l'entité financière. C'est l'article 3 sur l'intégration des facteurs ESG dans la politique d'investissement. C'est l'article 4 sur les principales incidences négatives de la politique d'investissement sur les facteurs ESG. Et c'est l'article 5 sur la transparence en matière d'intégration des facteurs ESG dans les politiques de rémunération. L'article 3 est le seul article pour lequel il n'y a pas, en tout cas le règlement européen n'a pas confié aux autorités européennes de supervision un mandat pour adopter, pour publier un RTS, donc l'équivalent d'un décret, disons, en droit européen, pour venir du coup préciser cet article 3. Or, cet article 3 est fondamental, d'une part, parce que c'est finalement la reprise, d'une certaine manière, de notre ancien article 173 dans le droit européen, et puis d'autre part, parce que prendre en compte, intégrer pleinement, tel que l'a rappelé tout à l'heure la ministre, les facteurs ESG dans la politique d'investissement, c'est un sujet clé en matière de stratégie d'alignement sur nos objectifs de transition énergétique et écologique. Aussi, il nous apparaissait important de pouvoir apporter des précisions sur l'intégration de ces facteurs ESG dans les dispositifs de gestion des risques, dans la politique d'investissement, et c'est finalement ce que vise ce décret. On pourrait dire que c'est finalement une espèce de RTS national au titre du règlement Disclosure. Et puis disons qu'un troisième objectif, c'est de tirer les leçons de 5 années d'expérience française en matière d'application de l'article 173.6. Pourquoi? Car comme l'a montré le bilan d'application publié en juin 2019 qu'a décrit tout à l'heure Aurélien, on avait de certaines lacunes aussi qui ont émané finalement de ce bilan, de cet exercice de révision des rapports article 173 des acteurs de la place, en particulier sur le plan méthodologique, étant donné l'hétérogénéité des méthodologies qui étaient employées, notamment sur la prise en compte des critères ESG dans la gestion des risques, par exemple. On voyait que sur le plan méthodologique, les approches mobilisées variaient considérablement d'une classe d'actifs à l'autre. Par exemple, sur le changement climatique, si pour certains portefeuilles actions, une analyse en termes d'impact carbone des investissements pouvait suffire à réorienter considérablement la politique d'investissement d'une entité, pour certains autres secteurs et certaines expositions, davantage de type crédit par exemple, une analyse des risques de transition aurait été jugée plus pertinente. Or, on voyait au sein des rapports article 173 tels qu'ils étaient publiés à ce moment-là, une hétérogénéité finalement des approches en matière méthodologique et selon ces classes d'actifs, avec aussi une variation assez importante des métriques selon les classes d'actifs et selon les risques associés. Par exemple, on voyait que l'appréciation des risques de transition, dans le cas d'une exposition obligataire, par exemple, pouvait se faire en considérant l'exposition à terme de la contrepartie par rapport à ces risques et la stratégie qui était déployée, avec par exemple des dépenses en recherche et développement pour réaliser des technologies alternatives, etc. Mais ce n'était pas le cas, par exemple, pour les risques physiques. Et du coup, on voyait que les métriques pouvaient largement différer, à la fois pour un même risque, un risque physique, un risque de transition, mais également entre classes d'actifs et entre entités. Et du coup, il nous apparaissait d'abord important de venir préciser, du coup, non pas les méthodologies exactes à devoir déployer, étant donné que le décret n'a pas pour vocation d'imposer, par exemple, une méthodologie donnée, mais en revanche, d'apporter de la transparence sur les méthodologies utilisées afin de pouvoir mieux comparer les politiques entre elles, mais aussi afin que les acteurs puissent d'autant mieux s'approprier à la fois l'intégration, la nécessité d'intégration de ces facteurs ESG dans la politique d'investissement et également dans la politique de gestion des risques.
Et puis disons qu'un deuxième élément dans cet objectif d'enseignement tiré de l'application du droit français, c'était, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre-Emmanuel, la nécessité finalement d'appliquer pleinement les recommandations de la TCFD, et ce de manière holistique, à savoir d'appliquer l'ensemble de ces recommandations et pas seulement l'une d'entre elles au fil du décret. Et du coup, l'ensemble du dispositif, tel que je vais m'apprêter à le présenter tout à l'heure sur cette section grand 3 de l'article 1er du décret, c'est bien d'articuler toutes les informations autour de la politique d'une part, de la gouvernance d'autre part, de la stratégie, et puis également de la gestion des risques et des métriques et cibles associées à cette gestion des risques, à la définition de cette stratégie. Ça, c'est donc le troisième objectif de ce décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat. Je tiens aussi à dire, ce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, qu'effectivement, l'article 5 du règlement disclosure, lui, n'est pas associé non plus à un RTS. Enfin, il n'y a pas de mandat de RTS pour l'article 5. Du coup, l'objectif, c'est de venir le préciser, mais de manière beaucoup moins substantielle, disons, que l'article 3. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez tout de même une section relative à la politique de rémunération dans le décret d'application de l'article 29. Alors, du coup, si je déroule ma slide, le décret d'application que vous voyez ici, enfin en tout cas dont vous voyez une capture d'écran, se structure en 9 articles. L'objectif, c'est vraiment, je pense pour vous, à la fin de ce webinaire, d'avoir une vision très claire sur l'article 1er, étant donné que c'est d'une part l'article qui est codifié, et puis d'autre part, parce que c'est l'article qui justement contient ces exigences en matière de présentation, mais surtout de contenu, de format de l'information à publier. Le décret a été réalisé du coup de manière concomitante entre les deux ministères et puis par ailleurs avec une consultation très large de la place. Il a reçu un vote favorable unanime, et il faut le souligner, en comité consultatif de la législation de la réglementation financière en mars 2021. Et c'est suite à ce vote que du coup sa parution a bien pu avoir lieu au sein du journal officiel de la République française fin mai 2021. Du coup, ce que vous voyez dans ce décret, c'est essentiellement un premier article qui porte, comme je l'ai dit, sur la présentation de l'information, son contenu, son format. Il faut néanmoins, évidemment, avoir en tête aussi les autres articles, en particulier l'article 2, qui porte sur l'entrée en application séquencée et que je vais m'attacher à vous présenter par la suite. Peut-être d'abord évoquer le périmètre d'application. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il était nécessaire de modifier le droit existant en France afin de pouvoir aligner, disons, le périmètre d'application préexistant avec le périmètre d'application du règlement européen Disclosure. Le périmètre d'application du règlement, il est beaucoup plus large que ce que ne prévoyait le droit français. Donc, on a dû être plus ambitieux qu'auparavant. C'est donc la raison pour laquelle étaient déjà concernées au titre de l'article 173.6 les sociétés de gestion de portefeuille, la gestion de compte de tiers, les entreprises d'assurance et les mutuelles, ainsi que les institutions de prévoyance. Mais sont du coup désormais concernées également au titre du règlement européen Disclosure et du coup au titre du nouvel article 533-22-1 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit et les EI, les entreprises d'investissement qui fournissent des activités de gestion pour compte de tiers, dont la gestion sous mandat, bien avoir en tête, et aussi qui fournissent du conseil en investissement, mais également les réassureurs, les fonds de retraite professionnels supplémentaires et la Caisse des dépôts et consignations. Donc, un panel d'acteurs beaucoup plus large concernés par ce décret, essentiellement quand même, il faut le souligner aussi, sous l'angle de l'investissement. Les objets qui sont concernés, disons que ce sont du coup les entités financières dont le bilan social est supérieur à 500 millions d'euros. Donc, à ce titre, le décret va plus loin encore que le règlement Disclosure. Le règlement Disclosure, en effet, dans la majeure partie, disons, de ses dispositions, au niveau du reporting entité, contient un seuil, revêt un seuil, de 500 salariés au niveau de l'entité financière. 500 salariés, ça aurait concerné très peu d'acteurs finalement en France, sur la place de Paris en général, et c'est donc la raison pour laquelle nous avons souhaité conserver ce seuil applicable au titre de l'ancien article 173.6, donc ce seuil de bilan social supérieur à 500 millions d'euros, ou appartenant à un groupe qui établit des comptes consolidés ou combinés dont le montant total du coup de bilan consolidé est lui-même aussi supérieur à 500 millions d'euros. À noter néanmoins que bien que l'on parle beaucoup du reporting au niveau de l'entité, certaines dispositions du décret ont néanmoins aussi trait au reporting au niveau des fonds de plus de 500 millions d'euros. Vous le verrez dans le tableau qui va suivre, où la colonne de droite met bien en exergue les dispositions du décret qui s'appliquent non seulement aux entités dont le bilan est supérieur à 500 millions d'euros,
ou dont les encours sous gestion sont supérieurs à 500 millions d'euros, mais également aux fonds de plus de 500 millions d'euros. Donc ça aussi, c'est un point de vigilance à bien avoir en tête qui, par ailleurs, découle également de l'ancien dispositif. Sont donc désormais concernés également par le droit européen et par le droit national les produits financiers d'investissement et les produits d'assurance. C'est donc un point, encore une fois, important à avoir en tête, étant donné du coup l'articulation avec le reste des dispositions du règlement disclosure, notamment à partir de ces articles 6 et 7. Du coup, vous voyez sur cette slide, et je ne vais pas m'attacher à le répéter, mais c'est peut-être un peu plus clair que sur la slide précédente, des précisions sur les structures qui sont concernées par ce décret. Donc, encore une fois, essentiellement sous un angle investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les établissements de crédit, les EI, pour leurs activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers et de conseil en investissement, mais je ne vais pas me répéter par rapport à la slide précédente. Du coup, ce décret, il porte d'abord en son article 1er à la section 2 sur le type de présentation et le format de publication des informations extra-financières. Il est vraiment important d'avoir en tête que le droit européen et le droit national s'articulent pleinement dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions. Ce que j'entends par là, c'est que le droit européen, par son RTS, notamment au titre de l'article 4 du règlement disclosure, mais la proposition de RTS des autorités européennes de supervision couvre d'autres articles du règlement disclosure. En tout cas, ce projet de RTS prévoit un template, donc un format standardisé obligatoire de publication pour les entités financières sur leurs principales incidences négatives sur les facteurs ESG. La manière dont se présente le décret vise vraiment à permettre d'articuler la présentation de l'information au titre du droit européen, qui, elle, est obligatoire en termes de structuration, avec les informations qui sont requises au titre du droit national. D'abord, plusieurs points à ce titre, parce que ce n'est pas évident, c'est très technique, finalement très pratique. Disons que d'une part, on requiert de manière obligatoire, et ça vous pouvez le voir encore une fois dans le grand 2 de l'article 1er du décret, une distinction des informations publiées par classe d'actifs, et plus précisément une description de la façon dont cette distinction a été opérée par l'acteur de marché, selon un principe de proportionnalité, par exemple, appliqué à la nature des instruments financiers, étant donné la diversité des instruments qui peuvent exister en portefeuille, et également selon les volumes respectifs des gérants dans les OPC, dans les organismes de placement concernés. Ça, c'est à titre obligatoire. Et puis, à titre facultatif, le décret prévoit la possibilité de distinctions supplémentaires qui peuvent être opérées par l'entité, par le gérant notamment par activité ou encore par portefeuille d'investissement, par type d'émetteur, par secteur d'activité. On pourrait imaginer également par zone géographique, etc. En tout cas, le décret laisse la porte ouverte à ces distinctions supplémentaires. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose à avoir en tête, c'est que du coup, le décret d'application de l'article 29 fait deux choses. Soit il va compléter des informations qui sont d'ores et déjà requises par le droit européen. Il y en a peu en réalité, mais il va venir les compléter. Il va venir aller plus loin que le droit européen. Et donc, à ce titre, lorsque l'acteur de marché doit publier l'information au titre du template du droit européen, alors l'information doit être finalement ajoutée dans la même ligne du template. L'information au titre du décret doit être ajoutée dans la même ligne du template au titre du droit européen. Et puis, pour les informations qui sont requises par le décret, qui pour le coup vont plus loin en ce sens qu'elles s'ajoutent finalement aux informations qui sont, elles, requises par le droit européen. Alors, ces informations doivent être ajoutées au template, à la suite du template. En tout cas, le décret reste particulièrement ouvert sur la question. Tout ce que le décret précise en termes de format, c'est bien de faire attention à pouvoir respecter le droit européen et à ajouter, du coup, les informations issues du droit national, donc de ce décret que nous présentons aujourd'hui. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, c'est en termes de publication, du coup, en termes de présentation de l'information, certes, mais aussi en termes de publication. Les acteurs de marché doivent, à l'instar de ce qui était prévu finalement dans le dispositif précédent, publier un rapport annuel dédié sur ces questions ESG et un rapport périodique, du coup également pour les fonds de plus de 500 millions d'euros, sur le site Internet, sur une page dédiée, et ce, en articulation, comme je viens de l'expliquer, avec les templates européens, avec les formats obligatoires européens. Ce rapport, il doit être transmis aux autorités compétentes, dont les superviseurs bancaires et financiers, qui nous rejoindront après, et également à la plateforme pour la transparence climatique, le Climate Transparency Hub, qui a été mise en place par l'ADEME récemment
et qui va pouvoir permettre aussi à l'ADEME d'élaborer des études à visée uniquement statistique sur l'intégration des facteurs ESG dans les politiques d'investissement des acteurs financiers et sur l'intégration des facteurs ESG dans les dispositifs de gestion des risques, et du coup pouvoir mener des études, encore une fois, à fin statistique, mais ce de manière agrégée sur, du coup, les rapports qui auront été publiés par les acteurs de marché au titre du droit national / européen. Voilà pour ce qui est de la présentation et du format. Peut-être qu'il y aura des questions du coup par la suite, donc on sera évidemment heureux d'y répondre. Du coup, sur ce fameux grand 3 de l'article 1er du décret. Donc, c'est vraiment la section, je ne devrais pas dire la plus importante, parce qu'en réalité, évidemment, que toutes les sections se parlent et se répondent. Mais en tout cas, c'est vraiment la section qui a trait aux exigences de publication d'informations. Il y a 9 sous-sections dans cette section grande 3, donc vraiment 9 catégories finalement d'informations à publier. À chaque fois, il est bien précisé, et ce finalement à la fin du décret, mais du coup dans cette colonne de droite du tableau que vous voyez sur cette slide, il est bien précisé quel est le champ d'application de chaque section d'informations à publier. Nous avons souhaité, et ce en ligne du coup avec les recommandations de la TCFD, bien faire en sorte que ces sections soient d'une part bien, qu'on puisse bien les discerner, disons, qu'elles soient les plus claires possibles et qu'on puisse du coup les lire à la suite, mais évidemment que nous ne requérons pas, nous ne requérons pas que l'acteur de marché publie à la suite ces informations. Encore une fois, tel que je l'ai précisé tout à l'heure, c'est laissé à la libre finalement évaluation de l'acteur de marché quant à ses modalités de publication en lien avec le template européen. Ça, c'est un point qui m'apparaît important à souligner. Alors du coup, 9 sections, 9 catégories d'informations à publier. La première, et ce dont le champ d'application est obligatoire, à savoir pour l'ensemble des acteurs de marché, c'est la démarche générale de l'entité. Alors là, ce qu'on entend par la démarche générale de l'entité, c'est finalement assez large, mais disons que c'est d'abord une présentation résumée de la démarche de l'entité sur la prise en compte des critères ESG, notamment dans sa politique et sa stratégie d'investissement, telle que finalement le prévoyait l'article 173.6 et son décret d'application de décembre 2015. C'est également le contenu, les moyens, la fréquence aussi, et sous quelle fréquence des moyens sont utilisés pour informer les souscripteurs, les cotisants, etc., les clients sur ces critères relatifs aux objectifs ESG dans la politique et la stratégie d'investissement. C'est également un point important et une innovation, entre guillemets, par rapport au précédent dispositif dans cette présentation de la démarche générale de l'entité, c'est de publier la liste des produits financiers qui sont catégorisés ou en tout cas qualifiés article 8 ou article 9 au titre du règlement disclosure, à savoir les produits qui vont promouvoir des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance, donc les produits dits article 8, et puis les produits dont l'objectif d'investissement est un investissement durable au titre de l'article 2, paragraphe 17 du règlement disclosure. Du coup, l'entité devra publier cette liste de produits financiers qui correspondent aux caractéristiques en matière de documentation précontractuelle et périodique au titre des articles 8 et 9 du règlement disclosure. Il devra également, et c'est un point qui nous apparaissait important à mettre en exergue pour justement aussi montrer la contribution à la transition, disons, il devra également, l'acteur de marché, publier la part globale en pourcentage, mais également après en montant, des encours sous gestion qui prennent en compte ces critères ESG dans le montant total des encours gérés par l'entité. Et puis, un autre élément important en matière de démarche générale de l'entité, c'est, ça concerne essentiellement les asset owners, mais c'est la prise en compte, enfin même intégralement les asset owners, pardon, c'est la prise en compte du coup des critères ESG dans le processus de décision du détenteur d'actifs pour l'attribution de nouveaux mandats de gestion par les entités qui sont mentionnées dans le code des assurances, qui sont du coup les assureurs et les rassureurs. Et puis enfin, il y a une exigence de publication de l'adhésion de l'entité ou de certains produits financiers d'ailleurs aussi à une charte, une initiative, un code ou à l'obtention d'un label sur la prise en compte de ces critères ESG. Donc cette démarche générale de l'entité, finalement, c'est une section qui apparaît générale, comme son nom l'indique, mais qui en réalité comporte déjà de nombreuses exigences d'information. Une seconde section, elle porte sur les moyens internes pour contribuer à la transition. C'est un point qui nous apparaissait important, étant donné aussi l'ensemble des réflexions menées au niveau européen sur l'importance de la prise en compte des critères ESG par la gouvernance des entreprises, par exemple. Et du coup, on considère assez clé
que l'acteur de marché puisse déjà d'une part décrire les ressources humaines, financières, techniques qui sont dédiées à la prise en compte des critères ESG, ce au moyen d'indicateurs qui sont proposés par le décret, mais également publier les actions qui sont menées en vue d'un renforcement des capacités internes de l'entité. Et du coup, cette section va de pair avec la troisième section, celle relative à la gouvernance justement, et qui porte sur les connaissances, la compétence, l'expérience des instances de gouvernance en matière de prise de décision qui sont relatives à l'intégration de ces critères ESG dans la politique et la stratégie d'investissement, et également publier le niveau de supervision au sein de l'entité financière en matière de prise en compte de ces facteurs ESG dans la politique d'investissement, mais aussi tout le processus associé, notamment à la restitution des résultats auprès de la gouvernance et du coup aux compétences de la gouvernance de l'entreprise quant à la prise en compte de ces facteurs ESG. C'est également dans cette section 3 bulles que vous retrouverez l'information qui est relative à l'inclusion dans les politiques de rémunération des informations sur la manière dont les politiques de rémunération sont adossées finalement à des indicateurs de performance liés aux facteurs ESG. Et donc, en ça, le décret vient du coup légèrement préciser l'article 5 du règlement disclosure. Ça, c'est sur la troisième section. Alors, cette quatrième section du décret, enfin la quatrième section que vous voyez sur cette slide, c'est celle relative à la stratégie d'engagement et la politique de vote et au compte-rendu de cette stratégie d'engagement et de cette politique de vote. C'est également une section qui nous apparaissait assez cruciale, également parce que nous avions vu dans le cadre de l'évaluation de l'article 173.6, enfin de l'évaluation de l'application de l'article 173.6, que c'était une information qui finalement manquait dans beaucoup de rapports. Or, on connaît évidemment le rôle clé de l'engagement actionnarial dans la mise en œuvre de stratégies d'investissement en matière ESG. Et c'est donc la raison pour laquelle on requiert d'une part finalement un état des lieux de la stratégie d'engagement et de la politique de vote avec le périmètre des entreprises qui sont concernées, avec une présentation générale de la politique de vote, et puis ensuite un compte-rendu de la mise en œuvre de ces stratégies d'engagement qui peut inclure à la fois la part des entreprises avec laquelle l'acteur de marché a initié un dialogue, les thématiques principales qui ont été couvertes, les actions de suivi de cette stratégie, etc. Et puis un bilan pour le coup de la politique de vote, surtout, enfin en tout cas la politique en particulier, ce qui est relatif au dépôt et au vote en AG, excusez-moi, de résolution climat, de résolution ESG au sens large, mais aussi, et c'est le point sur lequel je souhaitais insister, les décisions qui sont prises en matière de stratégie d'investissement suite à la mise en œuvre de cette stratégie d'engagement. Donc, ce qu'on entend par décision prise en matière de stratégie d'investissement, c'est essentiellement ce qui a trait à ce qu'on peut appeler le désengagement sectoriel, la mise en place de politiques sectorielles, telles que les politiques qui ont été mises en place sur le charbon, par exemple, suite à l'engagement sur le climat de juillet 2019. Je vais ensuite passer aux dernières sections de ce grand 3 de l'article 1er d'abord, sur l'alignement sur la taxonomie et la part énergie fossile. Ça, c'est la section 5 bulles. C'est une section qui est particulièrement stratégique étant donné qu'elle place vraiment le décret dans ce contexte européen qu'a décrit tout à l'heure Pierre-Emmanuel. À savoir qu'à partir de 2023, sera requis au titre du décret l'alignement, donc en réalité la part des encours sous gestion du bilan qui correspond aux critères de la taxonomie européenne en matière climatique environnementale. Disons la part des encours du coup jugés durables au titre de la taxonomie européenne. Et puis, le décret va plus loin. Il requiert également la part des encours dans des entreprises actives sur les énergies fossiles. Ce que fait le décret, c'est qu'il reprend le texte, en tout cas, il fait mention du règlement disclosure sur ce point. Pourquoi? Parce que le RTS, qui sera bientôt adopté par la Commission européenne au titre du règlement disclosure, et notamment au titre de l'article 4 du règlement disclosure, va prévoir un indicateur qu'on appelle PAI, donc cet indicateur de principales incidences négatives. Il va prévoir ce même indicateur, finalement, de la part des encours alignés sur les entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles. Ce que fait ce projet de RTS, tel qu'il a été proposé par les autorités européennes de supervision en début d'année 2021, c'est de citer un règlement européen de 2018 quant à la définition des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles au titre de ce règlement, ce sont du coup les sources d'énergie non renouvelables basées sur le carbone, à l'instar des combustibles solides, du gaz naturel et du pétrole. Du coup, quelle que soit l'évolution finalement de ce RTS et la définition qui est requise, le décret, et du coup les exigences en matière de publication au titre du droit national seront parfaitement alignées
avec ce qui sera requis au titre du droit européen. C'était un point qui nous apparaissait important à préciser. Du coup, une section 6 bulles sur laquelle je vais aller un peu plus vite, étant donné qu'Aurélien va préciser cette section par la suite, mais c'est la section relative à l'alignement sur l'accord de Paris. Déjà, avec l'article 173.6, le décret du coup de 2015 prévoyait la publication de cibles indicatives en matière de stratégie d'investissement quant aux objectifs de température de l'accord de Paris. À ce titre, le décret va plus loin, d'abord en requérant la fixation d'objectifs quantitatifs d'émissions de gaz à effet de serre, et puis en requérant une série de détails méthodologiques que vous exposera tout à l'heure Aurélien. En tout cas, c'est vraiment, cette exigence, disons, de mesure d'alignement des portefeuilles d'investissement avec une trajectoire qui soit compatible avec les objectifs climatiques et environnementaux, même on va le voir après avec la stratégie d'alignement de biodiversité, avec ces objectifs de long terme, en tout cas, c'est ce qui découle directement de ce bilan d'application 173.6 de juin 2019. On voyait que les acteurs qui avaient mis en place une telle mesure d'alignement pouvaient finalement réorienter progressivement les investissements vers les secteurs décarbonés, développer des indicateurs de référence sur les évolutions stratégiques à mener, que ce soit à court, à moyen, à long terme. Et parmi les bonnes pratiques, on avait relevé justement l'illustration de l'éloignement avec une trajectoire 2 degrés, 1,5 degrés ou 2 degrés, selon des méthodologies qui à chaque fois étaient internes à l'entité financière qui avait publié une telle stratégie. Et du coup, nous nous sommes dit dans la rédaction du décret, il est important, au titre justement du bilan d'application, de pouvoir être plus précis sur ce qui est requis en matière, ce qui est requis au sein de la méthodologie interne, en tout cas ce qui est mis en place au titre de cette méthodologie interne, et du coup d'être bien transparent sur les hypothèses qui ont été retenues par l'entité financière dans la définition de cette stratégie d'alignement. Du coup, disons que dans la même veine, nous avons souhaité que les acteurs de marché puissent aussi publier leur stratégie d'alignement sur la biodiversité, et c'est ce que va préciser tout à l'heure Aurélien, étant donné, encore une fois, l'ambition plus générale des autorités françaises sur ce sujet majeur de la biodiversité, et également parce que l'article 29 de la loi énergie-climat nous proposait d'agir de la sorte, disons, et donc de pouvoir aller plus loin sur cette stratégie d'alignement de biodiversité. Une section 8 bulles, elle, relative à la gestion des risques, à l'intégration, je devrais dire, des facteurs ESG dans les processus, dans les dispositifs de gestion des risques des institutions financières, et section qui prévoit des spécificités qu'il est important de regarder de très près, étant donné qu'elles vont beaucoup plus loin que ce ne prévoyait le dispositif précédent, des spécificités sur les risques climatiques et de biodiversité. Ce que fait cette section, c'est 2 choses. C'est d'abord, et ça sera dès 2022, requérir la publication du processus général d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion de l'intégration des risques ESG dans les processus de gestion des risques. Ce que fait également cette section, c'est d'apporter des exigences, disons, de transparence importante sur les détails méthodologiques associés à l'intégration de ces facteurs ESG dans les dispositifs de gestion des risques. Du coup, je vais pas m'attacher à vous répéter le décret là-dessus, mais disons qu'on a à la fois des informations qui sont requises sur les risques physiques, les risques de transition et les risques de contentieux. Je pense notamment sur les risques physiques, voir par exemple dans quelle mesure l'entité financière a utilisé un ou plusieurs scénarios, également établir que l'entité doit utiliser au moins un scénario 1,5 degrés et 2 degrés, et au moins un scénario de transition, qu'il soit tendanciel ou désordonné, qu'ils doivent prendre en compte aussi l'ensemble des caractéristiques des scénarios choisis dans l'intégration de ces facteurs ESG dans la gestion des risques. Ça, c'est au titre finalement de la qualité des données qui est utilisée. L'acteur de marché va devoir publier, en tout cas expliciter, disons, les critères qui ont été utilisés pour sélectionner les risques les plus importants, pour pouvoir aussi choisir leur éventuelle pondération dans son dispositif global de gestion des risques. Donc, le décret requiert toute une série de détails méthodologiques sur ces aspects. Peut-être mettre en exergue 2 points sur cette section qui nous apparaissent particulièrement importants. D'abord, c'est la publication par l'entité d'un plan d'action qui vise à réduire du coup son exposition aux principaux risques qui ont été identifiés en matière ESG. Et puis, c'est aussi la publication d'une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques ESG, ainsi que l'horizon de temps qui est associé à ces impacts, ce qui est extrêmement important, notamment au vu de l'incertitude qui pèse en particulier sur les risques associés au changement climatique, et puis également l'impact sur la valorisation du portefeuille. En ce sens, le décret se situe pleinement
dans la lignée des recommandations de la Banque centrale européenne dans son guide sur la supervision des risques climatiques qui a été publié en novembre 2020. Il s'inscrit pleinement dans cette lignée. Pourquoi? D'une part, parce qu'il requiert cette estimation quantitative, mais aussi parce qu'il prévoit que dans le cas où une déclaration d'ordre qualitatif devait être publiée, alors l'acteur de marché doit décrire les difficultés qui ont été rencontrées pour pouvoir estimer quantitativement ces risques. En particulier, on peut imaginer sur les risques S et G, mais pas que, par ailleurs également sur les risques climatiques ou de biodiversité. Et puis, du coup, les mesures qui sont envisagées pour pouvoir apprécier quantitativement l'impact financier de ces risques. C'est donc, du coup, une section, en tout cas un alinéa, pardon, je devrais dire même de cette section BitBull, qui est extrêmement important à pouvoir préciser dans le rapport, disons, dans cette partie du rapport relative à l'intégration des facteurs ESG dans les dispositifs de gestion des risques. On a ensuite une section 9 bulles que va décrire plus tard Aurélien, mais sur le plan d'amélioration continue. C'est donc ce comply or explain renforcé, étant donné que dès lors que l'acteur n'explique pas, on requiert du coup la publication de ce plan d'amélioration continue. Du coup, on voit que ce sont les sections, je déroule les slides à dessin dans cet ordre, les sections 6 bulles, donc celles sur l'alignement accord de Paris, 7 bulles, celles sur l'alignement sur la biodiversité, et 8 bulles sur la gestion des risques. Ce sont ces sections qui s'appliquent tant au niveau de l'entité financière et également au niveau des fonds de plus de 500 millions d'euros. Du coup, vous l'aurez bien compris, et tel que l'a précisé la ministre par ailleurs tout à l'heure, cette section grand 3 du décret, elle complète le droit européen dans 3 domaines. Sur le climat, avec la publication de cette stratégie d'alignement, la part alignée sur la taxonomie, la part alignée sur les combustibles fossiles. Sur la biodiversité, en requérant une publication de stratégie d'alignement sur les objectifs internationaux de préservation de la biodiversité et en prenant en compte dans le processus de gestion des risques les spécificités liées aux risques associés à l'érosion de la biodiversité. Et puis, un troisième domaine, la gestion des risques. Comme je viens de le dire, tant sur le climat, sur la biodiversité, mais également parce que finalement, cette section, elle est assez conséquente et elle vient par là complètement compléter finalement ce règlement disclosure et les textes par ailleurs associés au niveau européen. Du coup, en termes de calendrier de mise en œuvre, et afin que je termine avec cette slide, c'est une mise en œuvre qui est séquencée dans le temps. Évidemment, le législateur, avec l'article 29 de la loi énergie-climat, et puis nous, disons, lorsque nous avons rédigé ce décret d'application, nous avons bien compris que nous étions évidemment très ambitieux sur ces sujets. Et c'est normal, étant donné l'urgence climatique, étant donné l'érosion de plus en plus rapide de la biodiversité. En revanche, on comprend que, certes, les acteurs de marché ont une certaine expérience relative à l'application de l'article 173.6. En revanche, ce décret va encore plus loin. Il va plus loin que l'article 173, comme vous l'avez vu. Il va plus loin aussi que le règlement disclosure. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons réfléchi à une entrée en application séquencée, avec un phasage dans le temps. D'abord, avec un premier reporting qui doit intervenir dès 2022 sur l'exercice 2021, qui, lui, va porter sur les 4 premières sections que je vous ai présentées tout à l'heure, celles sur la démarche générale, les moyens internes, la gouvernance, la politique d'engagement, son compte-rendu. Reporting en 2022 sur les stratégies d'alignement accord de Paris et biodiversité. Et reporting en 2022 seulement sur le petit A de cette section BitBull, donc vraiment sur le tout début de la section relative à la gestion des risques et à la manière dont les risques environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, et en particulier les risques climatiques et de biodiversité, sont intégrés au sein des dispositifs usuels, disons, de gestion des risques des acteurs de marché. Et là, on ne va requérir que le tout début de cette section sur l'identification, la priorisation, tout le processus finalement qui a été enclenché par l'acteur de marché pour intégrer pleinement ces risques. Et du coup, ce n'est qu'en 2023, sur l'exercice 2022, que doivent être reportés l'ensemble des éléments au titre du décret, et du coup, en particulier, en plus, l'alignement des encours sur la taxonomie et les combustibles fossiles, tout le reste de la gestion, de la section, excusez-moi, sur la gestion des risques, et puis également cette fameuse section 9 bulles que présentera Aurélien tout à l'heure sur les mesures d'amélioration, les actions correctrices qui sont mises en place en vue de pouvoir améliorer, disons, la stratégie d'investissement en matière ESG de l'acteur de marché. Donc, vraiment une mise en œuvre séquencée qui vise aussi à pouvoir accompagner progressivement l'ensemble de la place de Paris vers l'application pleine et entière de ces dispositions. L'objectif, encore une fois, étant aussi de travailler sur le plan méthodologique, étant donné l'ensemble des précisions méthodologiques qui sont requises au titre du décret. Je te laisse la parole, Aurélien, pour les précisions sur climat et biodiversité.
Merci beaucoup, Charlotte. Je vais essayer d'être assez bref, puisque tu as été assez complète. Merci beaucoup. Et puis parce que je vois qu'on a certaines questions et qu'on a une session dédiée pour cela. Alors effectivement, comme le disait Charlotte, on a voulu introduire cette section relative aux enjeux clés. Tout d'abord parce que ce sont des dispositions qui sont assez pionnières. C'est-à-dire qu'on a parlé de tout ce qui est en lien avec la biodiversité, le renforcement des dispositions liées au risque climatique, à l'alignement, et puis, comme l'a mentionné Charlotte, le plan d'amélioration continue. Voilà, ce sont vraiment des dispositions entre guillemets assez ambitieuses, pour certaines également un peu novatrices. Je pense notamment au plan d'amélioration continue. Donc voilà, on va traiter de ces points en particulier. Alors, sur la disposition 6 bulles, donc en lien avec la stratégie d'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris, ce qui est important, et là on a vu plusieurs discussions, notamment avec les acteurs de marché, quant à l'horizon qu'on souhaitait fixer, 5 ans, 10 ans, 2030, etc. Et donc finalement, on s'est assez mis d'accord pour être, on va dire, pragmatique, tout en maintenant l'ambition du décret et de ses dispositions. Donc la première chose, c'est qu'il faut un objectif quantitatif à horizon 2030. Il faut que celui-ci soit revu tous les 5 ans jusqu'à 2050. Et plus important, au plus tard, 5 ans avant son échéance. Donc ce qui finalement implique que l'entité soit assez au clair par rapport à ses objectifs stratégiques et ses objectifs en termes d'entité, voilà, et en termes également de produits financiers, dans le cas où ça s'applique. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que l'entité puisse moduler et revoir à la baisse ses objectifs quantitatifs un an avant ou quelques mois avant. Donc voilà, l'idée, c'était comme vous allez voir, de ne pas proposer de méthodologie unique et standardisée, ça c'est dans la partie droite de la slide, mais c'est déjà d'être au clair et d'être assez cadré sur les modalités de fixation de ces objectifs quantitatifs. Donc ce qui est important à avoir en tête, c'est que le périmètre d'émissions de gaz à effet de serre est total, c'est-à-dire direct et indirect. Là, évidemment, il s'agit d'embarquer le scope 3, puisqu'on sait très bien que ça ne veut pas dire grand-chose si le scope 3 n'est pas inclus. Et ça se traduit en augmentation de température implicite ou en émission absolue de gaz à effet de serre. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Ensuite, moi j'ai un petit... Hop, voilà. L'approche générale en ce qui concerne la méthodologie interne pour évaluer l'alignement de la stratégie d'investissement. Donc, ce qu'on demande, c'est l'approche ou la méthode utilisée, le niveau de couverture des actifs et la méthode d'agrégation. Et surtout, et ça on le demande beaucoup tout au long du décret, c'est savoir si les hypothèses retenues et de manière générale, si les calculs et les méthodologies sont élaborés avec des données estimées ou des données réelles. Et donc, on demande d'ailleurs tout au long du décret, ça c'est une petite précision, si les informations qui sont reportées, on demande la part de données estimées et de données réelles. On demande également de publier les informations liées aux incertitudes, la granularité temporelle, sectorielle et géographique. Et ce qui est important dans tout cela, c'est de voir aussi l'impact qu'a cette approche et donc cette méthodologie interne sur les choix de décision et sur la stratégie d'investissement de l'entité. Et donc là, on demande également les changements intervenus, les actions de suivi et la fréquence de revue de cette méthodologie pour maintenir tout cela à jour et pour voir ce qui est fait finalement de cette méthodologie et de ces informations, puisque l'idée, c'est vraiment ensuite de pouvoir influencer pleinement les décisions d'investissement. Alors, en ce qui concerne, voilà, c'est bon, la slide est changée, oui. En ce qui concerne les risques relatifs au changement climatique, donc on le fait par thématique, hein, on présente d'abord le climat, ensuite je reviendrai sur la biodiversité, alignement et risque à chaque fois. En ce qui concerne les risques, en plus de ce qu'a présenté Charlotte tout à l'heure, excusez-moi, qui est le petit 8 bulle A,
l'idée, c'est vraiment d'arriver à une convergence entre la gestion des risques traditionnels d'un acteur financier, risque de liquidité, de crédit, de contrepartie, et la gestion des risques de durabilité ou extra-financiers, entre guillemets. On va parler plutôt de durabilité, donc qui sont susceptibles d'avoir justement un impact matériel, un impact financier provoqué par des facteurs ESG. Et donc, c'est vraiment d'avoir une convergence entre la gestion de ces deux typologies de risques. Ce qu'on demande également, c'est la caractérisation de ces risques. Donc, voir si c'est un risque actuel ou si c'est seulement un risque émergent, et donc que l'entité a dans le radar, si c'est un risque exogène, endogène, quel est justement l'horizon de temps à laquelle est identifié ce risque, mais également voir si le risque provient d'un secteur en particulier, d'une zone géographique en particulier, et tout cela dans une optique et avec une obligation enfin pas une obligation, pardon, mais une obligation de divulguer la fréquence de revue de ce cadre de gestion des risques. Et un dernier point que j'ajouterais qui est important et qui a fait beaucoup débat lors de des consultations et des discussions, c'est l'estimation de l'impact financier. L'estimation de l'impact financier, alors idéalement, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est une estimation quantitative, mais compte tenu des difficultés méthodologiques et également des difficultés d'accès aux données sur ce plan, il est bien entendu accepté d'avoir une estimation qualitative de l'impact financier de ces risques dans le cas où ces risques se matérialiseraient. Si je continue, et là je reviens sur l'alignement sur la biodiversité, donc ça c'est le 7 bulles. Donc l'alignement avec les objectifs internationaux de long terme de la biodiversité, donc là on fait directement référence à la Convention sur la diversité biologique, qui possède 3 grands objectifs, donc 3 objectifs macro. En attendant peut-être, on l'espère, des objectifs plus précis de la COP15 à Kunming, mais qui a été reporté à 2022. Voilà, c'est tombé hier. Donc l'idée, c'est de publier une stratégie d'alignement sur les objectifs de long terme liés à la biodiversité. Et cela, ça se traduit par 3 points principaux. Donc, une mesure de l'alignement avec les objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Excusez-moi, je vais reprendre rapidement. Cette mesure, une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et impacts sur la biodiversité. Et là, quand on parle de pression et impact, on parle évidemment du rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les écosystèmes, donc l'IPBES, en 2019. Voilà, donc je vous invite à consulter ce rapport si ce n'est pas déjà fait, évidemment, sur les pressions et impacts liés à la biodiversité. Et puis également, on demande la mention d'un indicateur d'empreinte biodiversité. Et là, ce qui est à avoir en tête, c'est que justement, on ne fait on n'est pas du tout prescriptif, on n'a pas voulu l'être sur l'indicateur à choisir. L'idée vraiment du décret, mais plus spécifiquement de cette disposition sur la biodiversité, c'est déjà en premier lieu de sensibiliser les acteurs et de faire en sorte que les acteurs s'approprient l'enjeu et le sujet de la gestion des risques et de l'alignement en lien avec la biodiversité. C'est un sujet qui est vraiment nouveau, pour autant c'est un sujet qui est urgent. Donc si on voulait encore une fois rester pragmatique tout en étant ambitieux, il fallait faire la mention de ce qu'on voulait voir apparaître, mais à ce stade, nul besoin de standardiser. Ce qu'on veut, c'est sensibiliser, que les acteurs s'approprient la méthode et les démarches et qu'on fasse émerger justement des bonnes pratiques. Le décret indique également qu'il y aura un bilan d'application de ce décret d'ici fin 2023, si je ne m'abuse. Et l'idée, c'est évidemment de voir suite à ce bilan, comme on l'avait fait en 2019 pour l'article 173, l'état des pratiques et voilà, un état des lieux des pratiques et un panorama. Et c'est suite à cela qu'on verra ce qu'on fait. Mais à ce stade, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'émergence des bonnes pratiques. Et on est bien conscient que le reporting sur ce point spécifique de l'alignement avec les objectifs de long terme de la biodiversité ne sera pas complet, ne sera pas parfait la première, ni la deuxième, voire la troisième année de reporting. Donc là, c'est un message assez important que j'essaie de relayer, c'est que on est tout à fait conscient, comme on dit, manage expectations, on est assez conscient voilà, des progrès qu'il y a à accomplir dans ce domaine.
Mais pour garder l'ambition, il fallait quand même arriver à inclure des dispositions assez précises. Donc, mesure de l'alignement, principale pression et impact et indicateur d'empreinte. Alors, évidemment, et ça c'est marqué, c'est inscrit au tout début, il faut que le périmètre de la chaîne de valeur soit précisé. Sinon, c'est très difficile de pouvoir comparer et c'est très difficile de pouvoir noter l'ambition de l'acteur financier. Et de manière analogue à ce qui a été fait pour le climat, on demande des objectifs fixés à horizon 2030 et ensuite fixés tous les 5 ans. Voilà. Sur les risques qui sont liés à la biodiversité, donc sur l'encadré de droite sur cette diapositive, il faut bien avoir en tête que l'on parle des principaux risques. Donc en anglais, material risks, donc ça marche un petit peu moins bien en français, mais on parle bien des risques principaux. Voilà, donc évidemment, quand on parle d'analyse de matérialité, notamment au sens du GRI ou au sens de la future directive, il est évidemment qu'il y aura une identification de tous les risques, mais on demande aux acteurs de se concentrer sur les risques principaux. Et donc, à partir de cela, voir si ces risques principaux sont causés par les impacts de l'entité sur la biodiversité, donc la matérialité inside-out, ou par les dépendances de l'entité par rapport à la biodiversité ou dépendance au capital naturel ou à des services écosystémiques ou services environnementaux. Donc voilà, encore une fois, pour chaque risque principal identifié, il faut indiquer le périmètre de la chaîne de valeur retenue. Évidemment, quand on connaît un peu les enjeux de biodiversité, on sait que c'est une problématique sur toute la chaîne de valeur et que c'est évidemment un niveau on attend un niveau de granularité assez élevé, donc un niveau de détail assez fin. Et il faut également indiquer si le risque est lié, à quel secteur d'activité, de quel secteur d'activité émane le risque et de quelle zone géographique. Ce sont d'ailleurs des paramètres d'autant plus importants quand on traite d'un sujet comme la biodiversité. Voilà, et pour terminer, puisque je crois qu'ensuite on pourra passer tranquillement à la session de Q&A, pour terminer, et ça c'est le dispositif, la disposition 9 bulles, le plan d'amélioration continue ou, comme l'avait évoqué Charlotte, un complier explain renforcé. Pour ceux qui n'auront pas noté, le règlement européen SFDR autorise très très peu, vraiment à la marge, le complier explain. Il l'autorise dans l'article 4 pour des entités inférieures à 500 employés. Mais là-dessus, les superviseurs, la MF et la CPR sauront beaucoup mieux que moi vous préciser les choses. Mais dans ces conditions, et comme on l'avait dit au début, étant donné qu'on ne peut pas être en deçà du droit européen, il était très compliqué de rendre permanent et d'assurer la continuité de ce mécanisme complier explain qui avait fait également la notoriété du 173.6. Néanmoins, dans l'article 29 de la loi énergie-climat, il est bien inscrit que le complier explain est autorisé. Voilà, donc on se retrouve avec une situation un petit peu, on va dire, contradictoire sur le moment. Et donc la solution pour laisser place au complier explain, c'est de mettre en place un plan d'amélioration continue. Et la logique de cette disposition, et je ne vais pas vous la lire là noir sur blanc puisque vous l'avez sur la diapositive, mais plutôt le contexte, c'est ce qu'on voit en termes de pratiques de reporting extra-financier, et on l'a vu aussi dans tout ce qui est rapport RSE, DPEF, c'est que 99,9% des informations sont de nature et de tendance positive. C'est-à-dire tout est bien, tout est beau, tout est rose. Et souvent, on se concentre sur un reporting assez statique, donc sur ce qui s'est passé lors de l'année N-1. Et c'est un peu ça qu'on a voulu challenger quand on a élaboré le décret, c'est-à-dire que ce qui nous importe aussi, nous, et puis toutes les parties prenantes, il faut aussi se mettre dans la peau des utilisateurs du rapport, c'est de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est également de mettre un petit peu d'équilibre dans ce reporting et de voir les points d'amélioration, les lacunes, les opportunités d'amélioration, les marges de progression des acteurs. Donc c'est exactement le but de ce plan d'amélioration continue, c'est de mettre la lumière sur ces points, sur ces opportunités d'amélioration, de prendre des mesures correctrices et de dire, voilà, j'ai identifié ces 5 actions-là, je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, je vais mettre en place ça, ça, ça et ça, et de les assortir à un calendrier de mise en œuvre. Parce que sinon, c'est un peu trop facile. On peut dire, oui, j'ai prévu de résoudre ce problème à 2054. Bon.
Donc, c'était vraiment la logique de cette disposition, d'équilibrer un petit peu le discours, déjà d'une, et ensuite d'être plus intéressé dans, on va dire, par rapport au lieu de la photo, donc une image, donc un état des lieux statique, on était plus intéressé, ou nous sommes plus intéressés par la vidéo et donc ce qu'a prévu l'entité pour progresser. C'est pour ça qu'on part d'un compare explain renforcé et ça s'inscrit bien en cohérence avec ce qui est demandé au sein du règlement et puis ce qui était demandé au sein de l'article 29 de la loi énergie-climat. Voilà, merci de m'avoir laissé élaborer sur ces 3 points, Charlotte et Pierre-Emmanuel. Et donc, je redonne la parole à Pierre-Emmanuel pour la session suivante. Merci, merci Aurélien, merci Charlotte pour vos présentations et merci d'avoir tenu le timing, ce qui nous laisse une grosse demi-heure pour la session de questions-réponses. Je ne sais pas si j'arrive à passer la diapositive pour avoir les photos des intervenants. Voilà, très bien. Nous accueillons Bastien Rospopov de l'AMF et Gabriel Siri de la CPR pour nous rejoindre et nous aider à répondre à vos nombreuses questions. Alors, j'en ai noté une quarantaine. Merci pour votre enthousiasme. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout traiter puisque nous avons 30 minutes. On va essayer de les regrouper. Je vais d'abord donner la parole à Bastien, puis à Gabriel pour laisser nos présentateurs se reposer un peu. Bastien, ce que je peux te proposer dans un premier temps, il y a eu beaucoup de questions relatives au périmètre du texte. Société de gestion versus fonds, activité de gestion versus activité de financement pour les banques, mais aussi les passifs d'assurance. Peut-être que Gabriel, tu préféreras parler de cette partie-là. Donc, traiter ces questions de périmètre et d'une manière générale, quel va être le rôle de l'AMF en tant que superviseur sur ce décret. Et puis ensuite, on pourra enchaîner sur les questions d'articulation avec le droit européen, SFDR et notamment les RTS. Et Gabriel, tu pourras nous en dire un mot, si ça vous convient. Très bien. Du coup, je vais peut-être me lancer, Pierre-Emmanuel, merci beaucoup, merci et bonjour à tous sur ce webinaire. Peut-être un mot avant, parce que c'est vrai que sur les textes européens et sur ce texte en particulier, on se pose toujours la question de mais quelle est la compétence entre l'AMF et la CPR, et c'est pas toujours hyper simple. Alors sur les sociétés de gestion, c'est assez facile, hein, c'est l'AMF qui est compétente. Sur les entreprises d'assurance, c'est assez facile pour le coup, c'est la CPR. Et sur les entreprises d'investissement et l'établissement de crédit, vous le savez, il y a une compétence partagée. Le principe général, c'est l'AMF est compétente pour les dispositions liées aux services d'investissement et la CPR est compétente pour les dispositions d'ordre organisationnel. S'agissant du 29 LEC, sur les EI et les EC, elles sont concernées principalement au titre des activités de conseil et de GSM, donc c'est plutôt des services d'investissement, donc c'est plutôt une compétence AMF. Donc voilà, juste pour savoir à quel guichet vous adressez sur ces différentes dispositions. Maintenant, comme tu l'indiquais, alors sur le périmètre, sur la gestion, en effet, il y a un reporting, comme l'indiquait très bien Charlotte, hein, je pense que ces slides sont complètement autoportants là-dessus, sur l'ensemble des OPC, donc c'est le même périmètre qu'SFDR, en fait, hein, l'ensemble des FIA sont concernés. J'ai vu une question, est-ce que les organismes de financement, par exemple, sont concernés? Les OFS, par exemple, qui sont complètement des FIA, qui sont complètement soumis à IFM, ont cette possibilité. On sait ensuite, par ailleurs, que s'agissant des organismes de discrétion, la situation est un peu plus compliquée, parce qu'ils ne sont pas complètement soumis à IFM, et donc là, pour le coup, sur l'application de SFDR, il y a une particularité. Donc, sans rentrer en trop de détails, un reporting niveau entité qui concerne l'ensemble des entités qui était mentionné tout à l'heure avec le seuil à 500 millions d'euros, et en plus avec un reporting additionnel qui va s'appliquer au niveau des fonds, au sein de chaque fonds, pour les fonds les plus importants de 500 millions d'euros. Pas de dérogation prévue sur cet encours, donc on m'a posé la question des fonds dédiés, etc. Il n'y a pas de reconnaissance spécifique du caractère dédié du fonds, donc ils s'appliqueront dans les mêmes conditions que les autres. En termes de supervision, là, pour prendre un peu de recul sur notre approche générale de supervision sur cette disposition, je pense que ça a été très bien résumé tous les deux, Aurélien et Charlotte, c'est que c'est un texte qui est à la fois ambitieux et qui s'insère plus largement dans un cadre de textes européens qui ne sont pas eux-mêmes hyper simples. SFDR, on n'en compte plus le nombre de questions. Nous-mêmes, les 3 régulateurs, IBA, ESMA et IOPA, on a formulé des questions à la Commission sur lesquelles on a des attentes d'interprétation du texte. On a plein d'autres questions au quotidien. Donc, c'est un concept très différent, c'est un texte très novateur. L'article 29 LEC, l'avantage là, c'est qu'il est plus précis, il est plus clair. Il se base sur des concepts qu'on comprend mieux, qui sont issus de dispositifs comme la TCFD,
qui, s'ils n'étaient pas adoptés, par exemple, de façon très large par les gérants, au moins ont été prouvés par ailleurs, dont on sait le caractère opérationnel. Donc notre approche de supervision, j'ai envie de dire, elle sera relativement englobante. C'est-à-dire qu'à la fois, il nous faut être évidemment bienveillant, parce qu'on est sur des concepts nouveaux, on est sur un temps d'appropriation qui peut être relativement important sur des concepts que le marché ne connaît pas. Donc on va être relativement bienveillant sur l'application de l'ensemble de ce package finance durable, SFDR, taxonomie, 29 LEC, et donc on a tous besoin de monter en expérience, en connaissance, et les assujettis et nous sur ces sujets-là. Maintenant, et ça a été indiqué pour le coup en tout début de point par Aurélien, il y avait un certain nombre d'acquis quelque part sur l'article 173, des bonnes pratiques qui ont été faites. Donc il ne faudrait pas d'une part qu'on les perde et qu'on régresse quelque part en changeant de référentiel, en repartant un cran en arrière. Et puis il y avait d'autre part, ce que tu mentionnais également Aurélien, des questions de conformité pure. C'est-à-dire que voilà, il va falloir le remettre. Et donc là, pour le coup, il faudra quand même qu'on soit exigeant de notre côté pour être sûr que les personnes qui doivent déclarer ces choses-là le font bien. Et donc c'est une approche un peu de conformité un peu minimale. Sinon, comme ça a été indiqué à toute fin, toujours par Aurélien, vous avez cette possibilité de comply or explain sur les plans d'amélioration continue et sur lesquels on pourra avoir un degré plus ou moins appréciatif en fonction de la situation concernée. Donc, sous réserve de tes commentaires éventuels, n'hésite pas, Gabriel. De mon côté, il me semble que voilà, ça va être un accompagnement et avec une corde de rappel qui nous est quand même tendue, qu'il ne faut pas oublier. Dans l'article 4 de la publication du décret, il est prévu un premier bilan d'application dès 2023 par le gouvernement. Puis ensuite, ça arrive un peu plus loin, tous les 3 ans par l'AMF et la CPR. Mais dès cet horizon-là, quelque part, on a une clause de rendez-vous pour avoir une première formalisation de nos travaux ou un premier vécu sur ceci. Merci Bastien, je m'inscris complètement en ligne avec ce que tu dis sur la partie supervision. Je vais commencer peut-être par me présenter rapidement. Donc Gabrielle Siri, moi je travaille à la CPR. J'ai été en fait impliquée avec mon équipe dans la négociation des RTS qui dépendent du règlement SFDR. Donc, je suis pas en charge de la partie supervision, même si bien sûr, en étant membre de la CPR, on a échangé de façon approfondie avec l'AMF et la DGT sur ce sujet. Et donc, moi, je vais surtout vous répondre sur les quelques questions qu'il y a eu sur SFDR et le lien avec les RTS. Je vais vous projeter un slide pour essayer en fait même si je suis certaine que vous avez tous lu en détail les plus de 150 pages de RTS, faire un petit rappel quand même sur les indicateurs qui seront demandés par ces RTS. Et donc ça a été très bien expliqué par Charlotte. Ce sera, les publications donc du décret de l'article 29 LEC viendront compléter ces indicateurs européens qui seront à publier pour les entités de plus de 500 salariés. Donc là, vous devez voir mon slide. Sur ces indicateurs, alors un petit rappel sur le calendrier. L'idée, c'était évidemment d'aligner, là aussi on a beaucoup échangé avec la DGT depuis plus d'1 an maintenant, d'aligner les calendriers. Les indicateurs dont je vais vous parler ne seront pas à produire par les différentes institutions financières avant 2023 sur l'exercice 2022. On attend encore, comme ça a été dit aussi, la publication finale des RTS par la Commission européenne, puisque le processus est le suivant. Ça a été négocié au sein des agences européennes, donc EIOPA, ESMA et l'EBA. Nous avons fait une proposition à la Commission européenne qui maintenant doit l'adopter in extenso ou avec des modifications à la marge. En général, les avis des agences européennes sont plutôt suivis, donc il n'y a pas de gros suspense. Mais voilà, c'est pour ça que je reste un petit peu prudente sur la date d'application finale. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, ces indicateurs ne seront pas à produire avant 2023. Donc rien à produire en 2022, même si je vous conseille de vous y pencher dès aujourd'hui, puisqu'il faudra être capable donc, de les calculer sur la période 2022, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Donc, comme vous le voyez, il y a dans ces indicateurs développés selon l'article 4 de SFDR 9 indicateurs environnementaux. J'ai laissé donc les termes en anglais puisque c'est pas traduit à ce stade et je pense que ça ne le sera pas d'ailleurs. Donc, des indicateurs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, tous ces indicateurs-là, vous trouverez bien sûr les méthodes de calcul dans les RTS. Donc là, j'ai simplement reporté les noms. Donc, il y a des indicateurs en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en matière d'empreinte énergétique.
et en matière de biodiversité. Tous ces indicateurs se réfèrent bien sûr aux entités, enfin aux entreprises cibles des investissements et pas aux institutions financières elles-mêmes. Donc, si je prends l'exemple de la part d'énergie non renouvelable dans la production et la consommation, c'est une moyenne des entreprises cibles des investissements et ça ne porte pas sur la consommation de l'institution financière elle-même. Donc, 9 indicateurs environnementaux, 5 indicateurs sociaux qui font référence pour beaucoup au Global Compact des Nations Unies, qui est quelque chose qui est assez connu des institutions financières en principe, des indicateurs en matière d'égalité femmes-hommes, et puis quelques indicateurs spécifiques au titre souverain et à l'immobilier. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il y a donc ces indicateurs obligatoires que je viens de lister qui seront à produire à partir de 2023. Et puis, il y a une deuxième série d'indicateurs qui sont les indicateurs supplémentaires qui, eux, sont présentés en annexe 2 des RTS et qui, là, ne seront pas à publier de manière obligatoire. Le principe, c'est que chaque institution financière va aller piocher l'indicateur qui correspond aux caractéristiques de son portefeuille d'investissement. Donc, je vous donne un exemple pour les indicateurs supplémentaires. Et je vous incite vraiment à aller voir la liste détaillée de ces indicateurs. S'il y a un portefeuille d'investissement qui est très marqué par les entreprises actives dans les pesticides, par exemple, vous pourrez choisir l'indicateur d'exposition à ces entreprises-là, donc exposition aux pesticides. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Si ce n'est pas du tout pertinent pour votre portefeuille d'investissement, il faudra choisir un autre indicateur qui est pertinent pour votre portefeuille. Donc voilà, donc les obligations, c'est le calcul de ces indicateurs obligatoires, minimum un indicateur environnemental et un indicateur social dans les indicateurs supplémentaires. Et puis, voilà, je le répète encore une fois, pas de calcul de ces indicateurs en 2022, mais en principe, un calcul à partir de 2023. Voilà pour les indicateurs. Alors, j'entends le chat, j'imagine qu'il y a des questions supplémentaires là-dessus. J'essaierai de vous répondre après la réponse aux questions qui ont été publiées pendant la présentation de mes collègues. Peut-être un mot. Alors, je vais juste retirer ce document. Un mot sur un ou deux autres aspects que j'ai vu apparaître à plusieurs reprises dans le chat. La question de la compatibilité donc, du droit européen et de ce décret qui, comme l'a dit Charlotte, va un petit peu plus loin que ce qui est exigé. Je me permets quand même de préciser qu'en réalité, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans le droit européen et qui sont bien précisées, explicitées dans le décret. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont plus loin et c'est absolument pas un problème puisque c'est bien spécifié dans le règlement SFDR et dans son considérant 28 que le présent règlement, donc le règlement SFDR, ne devrait pas empêcher un État membre d'aller plus loin, donc d'adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus strictes en matière de publication des politiques d'adaptation au changement climatique. Donc on n'est pas dans une situation d'harmonisation maximale qui empêcherait les États membres d'aller plus loin, donc il n'y a absolument aucun problème à tout ce qui a été présenté par Charlotte et par Aurélien. J'ai vu une question aussi sur les conseillers financiers. Effectivement, donc le décret renvoie à SFDR. Donc les dispositions pertinentes, c'est l'article 4 de SFDR qui porte sur les articles 4 alinéa 5 qui porte sur les conseillers financiers. Les obligations sont relativement légères. En fait, il s'agit d'expliquer si et comment les conseillers financiers prennent en compte les incidences négatives dont je viens de vous parler, donc incidences négatives sur les facteurs environnementaux et sociaux. Et ensuite, les RTS viennent préciser les modalités de publication de ces informations. Donc, est-ce que le conseiller financier les prend en compte et si oui, comment? Et effectivement, il n'y a pas d'obligation supplémentaire pour les conseillers financiers en droit français. Ensuite, sur la question de la rémunération, qui est une très bonne question, il n'y a pas de RTS qui ont été développés sur le fondement de l'article 5, ce qui veut dire qu'en fait, ça vous laisse et ça nous laisse des marges de manœuvre
pour l'application. Donc l'idée, c'est de rester dans ce grand principe selon lequel la politique de rémunération ne saurait aller à l'encontre de l'intégration des facteurs de durabilité dans la politique d'investissement. Mais là, encore une fois, comme il n'y a pas de disposition plus précise, ça va être aux institutions financières d'expliquer pourquoi il n'y a pas de contradiction, et ça pourra donner lieu à des échanges avec les superviseurs qui, par ailleurs, sont en charge, ACPR comme AMF, de superviser les politiques de rémunération. Donc, ça va être un point d'attention en fait supplémentaire pour les superviseurs dans le cadre de la supervision des politiques de rémunération. Et comme vous le savez, il y a donc les publications qui seront faites donc sur le fondement de ce règlement, mais les superviseurs peuvent aller beaucoup plus loin via des enquêtes sur place, par exemple, mais c'est pas seulement la demande aussi de documents supplémentaires pour comprendre un petit peu ce qu'il en est de cette politique de rémunération. Voilà. J'ai vu aussi d'autres questions sur les RTS produits, et là, je vais repasser la parole à Bastien qui voulait en dire un mot, je crois. Ouais, merci Gabriel. En effet, on nous pose un certain nombre de questions sur la définition de la notion d'investissement durable, comment la définir, et notamment parce que c'est demandé dans le décret. Là, pour le coup, sous le contrôle de Charlotte, dans les RTS, vous allez avoir dans les RTS produits une définition des investissements qui sont durables ou des investissements qui sont alignés avec les caractéristiques extra-financières. Donc, au niveau de chaque produit, chaque gérant va devoir faire cet effort ex ante et ex post de devoir publier ces informations, de telle sorte que normalement, ces informations seront largement disponibles et agrégeables niveau entité, donc ça devrait permettre de compléter. J'ai vu une autre question toujours sur les produits et sur la transmission des informations, donc c'est un petit peu lié, où on nous demandait, voilà, on a bien noté la transmission au CTH de l'ADEME. Alors certains disaient d'ailleurs qu'elle était facultative, hein, elle est bien demandée hein, par le décret, donc c'est bien une transmission obligatoire. Hein, à l'heure actuelle, c'est une transmission volontaire, mais demain, c'est bien une transmission obligatoire. Il est aussi mentionné une transmission au régulateur. Pour l'instant, ACPR comme AMF, on n'a pas arrêté les modalités de transfert de ces informations, de telle sorte qu'on pourrait compléter ces choses dans les mois à venir en consultation et en bonne coordination avec la place. À ce stade, il n'y a pas de disposition spécifique sur des aspects. Je crois que c'est les quelques aspects assez notables que j'ai vus sur les parties produits. Merci beaucoup Bastien, merci beaucoup Gabriel. Je pense qu'on a fait le tour des questions d'articulation entre le droit européen et le droit national. J'ajoute une précision néanmoins. Lorsqu'il est dit que le décret va plus loin que le droit européen, c'est un abus de langage, hein, c'est la loi qui va au-delà du règlement européen, et le décret d'application ne fait qu'appliquer la loi. Voilà, donc c'est une décision prise par le législateur, c'est important de le rappeler. Alors plusieurs questions pour passer à d'autres sujets que je souhaiterais poser à Aurélien. Alors, il y a une question sur le Complier Explain et son articulation. Alors, il y a deux questions sur le Complier Explain. Une par laquelle on s'interroge sur est-ce qu'il y a un mécanisme dans l'article de loi et un autre mécanisme dans le décret qui ne serait pas le même. Tu pourrais préciser ce point puisque c'est précisé à deux fois. Une autre question, toujours sur le Complier Explain, quelle est son articulation avec la stratégie continue d'amélioration? Est-ce que finalement l'amélioration ne va pas inciter les acteurs à pas trop en faire en se disant qu'ils en feront plus demain? Voilà une question très intéressante. Sur le CTH, ça a été traité en partie par Bastien. Je t'énonce quelques questions, puis tu pioches dedans. Hein. Est-ce que les analyses qui seront faites par l'ADEME, qui seront parcellaires, auront une valeur scientifique suffisante? Bon, elles ne seront pas si parcellaires que ça, puisque, comme précisé par Bastien, le transfert, la transmission sera obligatoire. Et peut-être deux dernières sur le choix de l'horizon de 2030 pour les objectifs climat, qui ne sont pas toujours les mêmes horizons que d'autres, comme par exemple l'initiative Net Zero, qui regarderait à 2025. Et puis sur la biodiversité, est-ce qu'on a des exemples de ce qui pourrait être fait, même si on a décidé de ne pas être prescriptif. Donc voilà, un paquet de questions. Et Charlotte, peut-être après, si tu souhaites traiter les questions d'articulation avec la DPEF, les questions de consolidation groupe ou non, et puis d'articulation avec l'acte délégué taxonomie article 8. Voilà, si on a encore du temps, je crois qu'on en aura. Aurélien, à toi. Oui. Alors, il va falloir me prendre par la main comme un enfant. Est-ce que tu pourrais me redonner donc la première, je crois. Complier Explain. C'est ouais. Ça. Alors oui, non, l'idée c'est de ne pas complexifier davantage la compréhension. Il s'agit vraiment du même dispositif
Voilà, il s'agit vraiment du même dispositif qu'on a détaillé dans le décret pour justement inviter les acteurs à ne pas faire, entre guillemets, n'importe quoi avec ce mécanisme qui octroie une certaine flexibilité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, c'est effectivement une excellente question. On pourrait toujours repousser les échéances, on pourrait toujours reporter à plus tard les bonnes actions et les initiatives ambitieuses. Je pense que, outre, alors je ne vais pas parler de sanctions, mais outre le rappel ou le dialogue avec les superviseurs, enfin entre les acteurs et les superviseurs, je pense qu'il y aura très probablement pour les acteurs qui sont à la traîne et qui ne font pas vraiment évoluer leur pratique et donc leur reporting, je pense qu'il y aura une sanction, ce sera là pour le coup de la société civile et des autres parties prenantes. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. On ne fait pas un décret simplement pour faire un décret et pour ensuite obliger les superviseurs à aller montrer du doigt et sanctionner. C'est pas du tout dans cette optique-là. L'optique, c'est, comme on l'a dit, faire émerger les pratiques, sensibiliser, faire en sorte que les acteurs s'approprient le sujet. Et puis, au-delà de la sanction j'ai envie de dire, de la société civile, mais des autres parties prenantes, je pense qu'il y aura une sanction pour l'entreprise, l'entité elle-même. C'est-à-dire que si, et là on le voit avec la stratégie renouvelée de la Commission européenne qui est sortie hier, qu'on met vraiment en avant la formation des conseillers financiers, des investisseurs individuels au sujet de la finance durable afin que ceux-ci s'approprient davantage la finance durable, je pense qu'un épargnant aura vite fait son choix quand il verra que l'entreprise A ne fait pas évoluer ses pratiques et son reporting et que l'entreprise B est en mesure de proposer une large palette crédible et scientifiquement fondée de produits qui sont alignés sur les objectifs climatiques et de biodiversité. Donc voilà, effectivement, c'est une très bonne question. Et derrière ça, voilà, il y a aussi un enjeu de crédibilité, légitimité et surtout d'atténuation des risques pour l'entreprise et potentiellement d'une captation de clients ou de marchés plus importants. Alors ça, c'était Complier Explain. Ensuite, on avait alors le CTH, Bastien a répondu, mais il y avait autre chose. Sur le CTH, c'était le caractère potentiellement parcellaire des informations qui sont transmises. Ensuite, c'est climat et biodiversité. Et ensuite, alors sur les objectifs 2030, je ne retrouve pas la question là, mais c'était pourquoi la date, c'est ça? Pourquoi 2030 alors que, par exemple, la Net Zero Alliance les fixe à 2025? Bon, il y a un sujet de neutralité carbone. Oui, alors, ouais, tout à fait. Alors, bon, 2030, mais parce que là, en termes européens, déjà, l'objectif Fit for 55, par exemple, c'est également aligné à 2030, donc on prend en compte les cadres institutionnels. Évidemment, on ne pouvait pas se départir de cela. Et puis l'autre explication, encore une fois, c'est une explication plutôt pragmatique. C'est-à-dire que autant on a laissé 2030, mais on a cadré la manière dont les objectifs devaient être fixés, autant il faut bien avoir en tête que, comme vous l'avez compris, ce reporting 29 LEC complet ne verra le jour qu'en 2023, sur l'exercice 2022. Donc, voilà, l'idée, c'était aussi d'être assez pragmatique et de laisser aux acteurs cet horizon 2030 inscrit dans le marbre. Par contre, voilà, cadrer très fermement et fortement les modalités de publication des objectifs 2030 et au-delà. D'où la raison de cette année et pas 2025. Et puis en plus, le bilan d'application est fin 2023, donc voilà, c'était peut-être un peu trop proche. Et le dernier, c'était sur indicateur biodiversité, c'est ça? Donc sur ce point, mentionner des indicateurs, alors oui, on n'a pas voulu être prescriptif, mais effectivement, il y a beaucoup de plus en plus de méthodologies qui sont publiées et qui commencent à être assez connues et reconnues. On peut parler alors je ne vais pas faire de promotion, mais c'est les produits qui me viennent en tête. Donc l'indicateur, donc le MSA, qui est notamment développé par CDC Biodiversité, mais au-delà des frontières françaises, on a notamment entendu, excusez-moi, on a notamment entendu le BFFI, Biodiversity Footprint for Financial Institutions, je crois qu'il est développé par la SN Bank, la banque néerlandaise. Voilà quelques exemples d'indicateurs d'empreinte
Mais encore une fois, le décret n'est pas prescriptif. Et puis, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à trouver des prestataires qui développent ce genre de méthodologie et d'indicateurs. Merci beaucoup Aurélien. Je passe la parole à Charlotte sur les questions d'articulation DPEF, d'articulation taxonomie, si tu le souhaites, et puis peut-être préciser quelques derniers éléments sur le périmètre, parce qu'il y a eu des questions particulières dans le fil de discussion, et ça pourrait rassurer certains participants. Oui, bien sûr. Alors, peut-être sur la DPEF, alors effectivement, l'articulation n'est pas nécessairement chose aisée. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est dans la section, dans l'article 2 du décret sur l'entrée en application et également dans l'article 1er dans la section grand 5 sur le format de publication, on précise bien que les informations au titre du décret doivent être publiées dans un rapport annuel. C'est l'ancien rapport 173, rapport ESG. Et du coup, qu'il est effectivement important d'assurer finalement un lien clair avec la synthèse des PEF. Donc, on vous recommande à ce titre d'assurer une certaine fluidité à la fois dans le contenu finalement de l'information 29 LEC avec ce qu'il y a dans la DPEF, une accessibilité aussi des contenus et des renvois qui sont clairs. Pourquoi ? Parce que du coup, la DPEF doit être publiée par les entités qui sont soumises à l'article idoine du Code de commerce, évidemment. Et du coup, ça concerne les banques pour les établissements de crédit, les EI pour leurs activités de gestion, et également, évidemment, les assureurs. Et puis, dès lors que, de toute façon, l'acteur concerné, qui est dans le périmètre du décret 29 LEC, est également concerné par la DPEF. Alors après, dans la DPEF, il faut seulement rendre compte des politiques, finalement, dans la DPEF. Sachant qu'en plus, la DPEF est soumise à une analyse de matérialité. Mais disons qu'il faut rendre compte des politiques et c'est donc la raison pour laquelle il doit y avoir un renvoi bien clair au rapport annuel ESG au titre du décret et plus largement même du droit européen. En revanche, on n'a pas encore par exemple, fait de préconisation et ça viendra de toute façon avec le temps, à la fois avec l'activité évidemment des superviseurs et puis plus largement avec l'expérience de la classe. On n'a pas fait de préconisation dans le décret sur le volume, sur la référence exacte à la publication, dans quelle manière elle doit être faite. En revanche, c'est bien dans la DPEF du coup qu'on rend compte des politiques et donc on peut rendre compte de ce qui a été fait en matière de politique et de stratégie d'investissement au titre du décret 29 LEC. Sur l'articulation avec la taxonomie, si je me souviens bien, c'est bien la seconde question que tu m'as posée, Pierre-Emmanuel. Alors, effectivement, le décret d'application le décret, excusez-moi, je m'embelle les pinceaux. L'acte délégué, en vertu de l'article 8 du règlement taxonomie, a été adopté par la Commission européenne hier et prévoit à partir de 2022 un reporting d'éligibilité du chiffre d'affaires en particulier, et c'est seulement à partir de 2023 que cet acte délégué prévoit un reporting d'alignement sur les critères de la taxonomie pour les non-financial undertakings, pour les entreprises non financières, et à partir du 1er janvier 2024 pour les entités financières. C'est par ailleurs une position que nous avions portée côté autorité française, étant évidemment, on a bien en tête le besoin de disponibilité de la donnée des contreparties en portefeuille par les entités financières pour pouvoir assurer leur reporting. Du coup, le décret demande effectivement un reporting sur la part alignée sur les énergies fossiles à partir de 2023. Ça fait partie des sections d'information qui sont requises avec un an de décalage, disons, par rapport au reste des informations qui sont requises à partir de 2022. Du coup, on note, et je me permets de dire ça bien sûr sous contrôle de tout le monde ici, mais une incohérence, disons, entre le décret et ce que prévoit le droit européen. Je tiens peut-être à préciser, d'une part, que le décret est assorti du coup de ce dispositif de comply or explain. Donc, évidemment, si pour des raisons en particulier méthodologiques d'accès justement à la donnée, étant donné le champ très large des combustibles fossiles concernés, ce reporting ne pouvait être effectué à partir de 2023. Il est possible d'expliquer dans quelle mesure, et par ailleurs, ça viendrait de toute façon nourrir ce fameux plan d'amélioration continue qui a été décrit tout à l'heure pour pouvoir assurer du coup un reporting, et ce au titre du droit européen, à partir de 2024. Ensuite, en matière de périmètre,
Du coup, alors on a noté certaines craintes sur le périmètre en particulier pour les assureurs. Alors effectivement, c'est bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on est bien au niveau de l'investissement. Donc en fait, le financement, tout ce qui est financement des banques et passif des assureurs ne sont pas en tant que tels dans le périmètre du décret. Peut-être rappeler, et on sait combien, je dis ça en faisant un petit clin d'œil virtuel à Gabriel, mais la question de l'assurance est complexe. Peut-être rappeler du coup plusieurs éléments, mais sur lesquels on est en train de se pencher même aujourd'hui, sur cette question du périmètre par rapport à l'assurance. Une des premières questions qui revient souvent, c'est sur la section, alors c'est la section 1 bulle du grand 3 de l'article 1er, donc que j'ai présenté tout à l'heure sur la démarche générale, où on demande la part des encours qui prennent en compte des critères ESG, et on se demande finalement au niveau de l'assureur si on est au niveau du fonds, enfin de l'OPC, mais aussi au niveau des enveloppes. Et donc ça fait partie des points sur lesquels on compte apporter des précisions bientôt, étant donné encore une fois la nécessité aussi de venir préciser des décrets sur ce point peut-être, et aussi sur le périmètre d'application pour le coup au niveau de l'entité. Est-ce que ce périmètre entité intègre les UC, donc à savoir le fonds général, fonds euro, mais aussi les UC, du coup, avec un distinguo entre les UC qui sont gérés en architecture ouverte et les UC qui sont gérés directement. Pareil, ça fait partie des points peut-être, alors je ne sais pas si toi, Gabriel, tu as déjà la réponse, je te mets un peu on the spot, comme on dit, désolé, ou alors si on pourra venir préciser ces éléments plus tard. En tout cas, ces questions de périmètre, elles sont particulièrement plus difficile en tout cas pour les assureurs. En revanche, bien avoir en tête qu'encore une fois, on est bien sur la partie entre guillemets investissement. Alors, je crois qu'il y avait aussi une question, mais Pierre-Emmanuel, n'hésite pas à compléter sur les mutuelles. Est-ce que une mutuelle qui aurait moins de 500 salariés et moins de 500 millions d'euros d'encours serait dans le champ? Je crois comprendre que c'était la question. Alors, le seuil est bien de 500 millions d'euros d'encours, de bilan en l'occurrence. Donc, une mutuelle qui se trouverait en deçà de ce seuil n'est pas soumise à l'immense majorité des dispositions du décret, à savoir notamment, noter en revanche, que la section 1 bulle sur les informations générales s'applique pour tous les acteurs et sont encore une fois relativement générale. Donc, c'est vraiment l'adhésion à une charte, à un label, c'est la liste de ces produits, entre guillemets, article 8, article 9, c'est plus largement la manière dont très largement les facteurs ESG sont intégrés dans la politique d'investissement. Et par ailleurs, on voit que les mutuelles, on a eu souvent des échanges avec elles, sont en ordre de marche, voire sont très avancées sur ce sujet. Donc, on espère que ça ne devrait pas, a priori, poser de très grandes difficultés pour la conformité avec cette section-ci du décret. Merci beaucoup Charlotte. Nous arrivons vers la fin de notre créneau que j'avais annoncé comme s'étendant jusqu'à 15h50. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, Aurélien, Charlotte, Bastien, Gabriel. Malgré tout, il me semble que nous avons traité à peu près toutes les questions, en tout cas l'ensemble des questions. Nous aurons l'occasion d'échanger avec vous tous dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Je crois que ce webinaire ponctue un gros travail d'1 an, voire même d'un petit peu plus, sur l'élaboration et la publication de ce décret. Mais d'une certaine manière, tout commence maintenant parce que vous autres préparateurs, vous allez devoir élaborer ces différents rapports et nous autres autorités vous accompagner dans ce travail. Voilà, donc je souhaite vraiment vous remercier toutes et tous pour votre participation qui a été nombreuse et puis votre enthousiasme qui est confirmé par l'ensemble de questions que nous avons eues et traitées. Plusieurs demandes d'accès aux diapositives de la présentation. Nous allons être en mesure de le faire, de vous les rendre disponibles aux intervenants. Aux participants, et puis, me semble-t-il, la vidéo sera retransmise sur YouTube ou sur les sites gouvernementaux. Donc voilà, tout ça va pouvoir être retravaillé au calme. On s'arrête donc là. Merci à toutes et tous et bonne fin d'après-midi.